Ils m'ont fait dormir au sous-sol la nuit précédant la fête de l'Action de grâce, pensant que j'étais juste la pauvre parente inutile. Je suis restée silencieuse pendant qu'ils faisaient la fête à l'étage. Mais le lendemain matin, mon grand-père a appelé. Il m'a dit qu'il avait réservé un pantouse au 48e étage et que je ne devais le dire à personne. Il pensait que je n'étais rien, mais cette clé de chambre a déverrouillé un plan pour les démasquer tous. Je m'appelle Alison Barnes. J'ai 32 ans et je suis chef de projet chez l'Arc Pure Urban Development. Mon travail consiste à prendre le chaos, les lois de zonage, les ports du béton, les conflits syndicaux et des millions de dollars de financement, et à le transformer en ordre. Je construis des logements abordables. Je construis des centres communautaires. Je construis des choses qui durent. Je suis précise. Je suis compétente. Je ne tolère pas l'ambiguïté, ce qui explique peut-être pourquoi je redoute la fête de l'Action de grâce. Le trajet vers Arbor Glen, dans le Delaware, est toujours le même. Le ciel est de la couleur du béton mouillé. Le GPS guide ma voiture hors de l'autoroute principale et dans les rues sinueuses et opulentes de l'enclave de Vossat. Ma tante, Loretta Voss, vit dans une maison qui est beaucoup trop grande pour elle, une monstruosité moderne de verre et de pierre blanche qui a toujours l'air froide, même en été. C'est la famille de ma mère, ou ce qu'il en reste. Depuis le décès de ma mère, je suis l'exception, l'obligation, la branche égarée qu'ils n'arrivent pas tout à fait à élaguer. J'ai garé ma modeste berline derrière un Escalade noir brillant et une BMW argentée qui avait encore ses plaques temporaires. Je pouvais sentir la basse avant même de sortir de la voiture, un bruit sourd synthétique, sourd, qui vibrait à travers la plante de mes pieds. J'ai pris la bouteille de Cabernet hors de prix sur le siège passager et j'ai remonté le chemin de pierre. La porte a été ouverte non pas par ma tante, mais par un homme que je n'avais jamais vu auparavant, peut-être 10 ans de plus que moi, portant un polo rose saumon qui tirait sur son ventre. Il m'a regardé à travers moi, pas vers moi. Vous êtes Alison, la nièce de Loretta. Ah, oui. Entrez. Je suppose que vous êtes en retard. Je suis entré, et un mur de chaleur et de bruit m'a frappé. La maison était étouffante. L'air était épais avec l'odeur de bière renversée, de vodka forte et d'au moins 3 types différents de parfums entêtants. En dessous de tout cela, faible et vaincu, se trouvait l'odeur de dinde rôtie promettant déjà d'être sèche. La musique était assourdissante, un morceau pop générique conçu pour un club, pas pour une réunion de famille. Il y avait des gens partout, des étrangers, des hommes bruyants avec des montres chères, des femmes avec des visages tirés et brillants, des mains manucurées agrippant des verres à vin. Loretta a finalement surgi à travers la foule, les bras grands ouverts, son sourire une entaille rouge carmin peinte. Alison, tu es arrivée. Nous étions tellement inquiets. Elle m'a tiré dans une étreinte qui était faite d'angles vifs et de bijoux qui cliquetaient. Elle a embrassé l'air près de mes 2 joues. Tu es en retard, ma chérie, a-t-elle chuchoté, se reculant pour évaluer ma tenue, un simple pull foncé et un pantalon. La fête a commencé il y a des heures. La route était longue. Joyeuse fête de l'Action de grâce, Loretta. Oui, va poser tes affaires quelque part. Elle fit un geste vague et fut immédiatement avalée dans un groupe riant d'étrangers. J'ai vu ma cousine Mara tenir la cour sur un canapé en cuir blanc. Elle était le centre de gravité de cette maison, et elle le savait. Elle m'a vu, et son sourire a vacillé pendant une seconde. Elle m'a fait signe de venir, non pas en agitant la main, mais en recourbant un seul long doigt. J'ai navigué dans la foule, murmurant des excuses en me faufilant entre les corps riants. Alison, a dit Mara. Sa voix était plate. Elle ne s'est pas levée. Tu es arrivée. Salut, Mara. Joyeuse fête de l'Action de grâce. L'endroit a l'air plein. Il l'est, a-t-elle dit, en prenant une gorgée de sa flûte à champagne. Le salon est réservé aux VIP ce soir. Les partenaires de Dax sont ici. Elle fit un geste vers la foule de polo. Donc, tu vas devoir être au sous-sol. Ce n'était pas une requête. C'était une directive. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac, celui que j'anticipais depuis que j'avais quitté mon appartement. Le sous-sol ? Mara, je viens de faire 3 heures de route. Il n'y a pas de lit au sous-sol. Nous avons posé un matelas. Loretta a réapparu, sentant le frottement, son visage un masque d'hospitalité frénétique. Oh, Alison. Chérie, c'est juste tellement serré cette année. La maison déborde absolument. Elle a agrippé mon bras,
ses ongles s'enfonçant légèrement. Tout le monde doit faire un petit sacrifice. Tu comprends? C'est la famille. J'ai regardé autour de la maison de 4000 pieds carrés. J'ai regardé les étrangers boire de la grégousse sur la véranda. J'ai regardé Mara se prélasser sur son trône de cuir blanc. J'étais la seule à qui on demandait de faire un sacrifice. Très bien, ai-je dit. Où est-ce? Mara a pointé vers la cuisine. Par là, ne trébuche pas. J'ai porté mon sac de voyage et la bouteille de vin inutile à travers la cuisine chaotique, devant un personnel de restauration qui avait l'air épuisé, et jusqu'à une porte étroite et sombre. Je l'ai ouverte. L'odeur m'a frappé en premier, une moisissure humide, le goût métallique indubitable d'un vieux chauffe-eau. J'ai actionné un interrupteur. Les escaliers étaient raides, sans moquette. En bas, une seule ampoule nue bourdonnait et scintillait, projetant des ombres erratiques et maladives sur les murs de béton. Ce n'était pas un sous-sol aménagé. C'était une pièce de service. Dans le coin, poussé contre un mur suintant de condensation, se trouvait un mince matelas en mousse posé directement sur le sol. Il ressemblait à quelque chose de récupéré dans un dortoir universitaire. L'oreiller était un carré plat et jauni. Les seuls autres meubles étaient l'énorme chauffe-eau grondant et la fournaise, qui s'est mise en marche avec un lourd sifflement lorsque j'ai atteint la dernière marche. J'ai posé mon sac sur le béton, le seul endroit propre. L'air était glacial, mais le bruit des machines était fort. Je me suis assise sur le bord du matelas. Les ressorts ont gémi en signe de protestation. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un problème de manque d'espace. C'était un message. C'est ici que tu dois être. C'est ce que nous pensons de toi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. Un courriel urgent de l'Arc Pur. La commission de zonage a reporté l'audience à lundi. Besoin d'études d'impact environnemental révisées et d'une analyse des coûts d'ici vendredi matin. C'était un problème, un vrai problème, quelque chose que je pouvais résoudre. J'avais besoin de mon ordinateur portable et j'avais besoin du Wi-Fi. Je suis remonté les escaliers. Le bruit de la fête était une barrière physique. Je me suis tenu en haut, juste à l'intérieur de la porte de la cuisine, invisible. Tante Loretta, j'ai dû élever la voix. Mara s'est retournée, émergeant du salon, les yeux vifs. Qu'est-ce qu'il y a, Allison? On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai juste besoin du mot de passe Wi-Fi. J'ai une urgence au travail. Mara a réellement ri, un cours en aboyant. Une urgence dans votre petite affaire à but non lucratif? Sérieusement, c'est la fête de l'Action de grâce. Nous essayons de passer des fêtes. Range ton téléphone. Tu ne vas pas gâcher l'ambiance avec ton travail. Ce n'est pas une organisation à but non lucratif, Mara, et ça ne prendra que quelques minutes. Utilise simplement ton forfait de données, a-t-elle claqué, me tournant le dos. Je me suis retiré. La lumière vacillante du sous-sol ressemblait à une lampe d'interrogatoire. Je me suis assise sur le lit de camp et j'ai connecté mon téléphone à mon ordinateur portable. Le signal était d'une seule barre, des pas lents et peu fiables dans les escaliers. C'était encore Mara. Elle tenait sa flûte à champagne dans une main et un tout nouveau sac à main orange outrageusement brillant dans l'autre. « Tu aimes ?» demanda-t-elle en faisant pendre le sac. Dax me l'a offert, 1000 ans. Sa prime était folle cette année. C'est brillant, Mara. Il l'est, dit-elle, son sourire mince et cruel. Ça doit être bien d'être célibataire comme toi. Toute cette liberté, pas d'enfant, pas de mari à se soucier. Personne pour t'inviter dans des endroits sérieux, bien sûr, alors tu peux juste te concentrer sur ce que tu fais avec ces petits bâtiments. Elle regarda autour du sous-sol. Un frisson théâtral. Mon Dieu, c'est sinistre ici. Son mari, Dax, apparut en haut des escaliers. Il se balançait, le visage rouge d'alcool. Ali, en bas dans le donjon. Il rit, un son d'étouffement humide. Qu'est-ce que cet endroit l'Arc te paie même? Ça doit être des centimes. Ma prime cette année, Ali, 6 chiffres. 6 chiffres. Il tapa sa tempe. Tu devrais vraiment trouver un gentil garçon pour prendre soin de toi. Une fille ne devrait pas avoir à se soucier des permis de béton ou quoi que ce soit. Il trouva ça hilarant. Lui et Mara rirent ensemble, un duo dur qui résonna sur les murs de béton. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de les regarder.
J'ai observé le désespoir dans les yeux de Mara, le besoin fragile de prouver sa valeur à travers un sac à main. J'ai observé l'arrogance bâclée de Dax, un homme dont l'identité entière était un nombre sur un chèque de paie. Ils avaient besoin que je sois petite. Ils avaient besoin que je sois les chèques au sous-sol pour qu'ils puissent se sentir comme les VIP à l'étage. Si vous voulez bien m'excuser, ai-je dit, ma voix parfaitement plate. J'ai du travail à faire. Ils sont partis, leur rire s'estompant alors qu'ils retournaient à la fête. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable. Le signal était impossible. J'avais besoin d'une surface stable. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien d'autre que des boîtes en carton humide, empilées de manière précaire. J'en ai déplacé une, cherchant un endroit pour caler mon sac pour ordinateur portable. Caché derrière le chauffe-eau, à moitié dissimulé dans l'ombre, se trouvait une boîte d'un type différent, une boîte de banquier standard. Gribouillée sur le côté en marqueur noir épais, il y avait 2 mots, Walter Kingsley. Mon sang, qui avait mijoté de colère tranquille, s'est transformé en glace. Walter Kingsley, mon grand-père, le père de ma mère, la seule personne de toute cette famille qui ait jamais exigé de la précision. L'homme qui m'a appris à lire un plan, à jouer aux échecs, à valoriser mon propre esprit. Pourquoi ces dossiers personnels se trouvaient-ils ici dans un sous-sol humide à côté d'un tuyau qui fuyait dans la maison de Loretta? Il vivait dans un établissement de vie assistée propre et ultramoderne à travers l'État. Ses affaires étaient censées être gérées par son avocat. Mes mains tremblaient. J'ai soulevé le couvercle. Elle était pleine, relevés bancaires, actes de propriété, directives médicales, un épais paquet de documents pour quelque chose appelé le Seabreed Trust. Ce n'était pas des déchets. C'était sa vie. Un son a dérivé vers le bas, pas de la musique, des voix, les évents. Le système de chauffage de la maison agissait comme un conduit parfait. C'était la voix de Loretta, lancée bas et conspiratrice, venant de la cuisine au-dessus. Il est tellement confus, disait-elle à quelqu'un. J'ai reconnu l'autre voix, Dax. Confusion totale, Loretta, continua-t-il. Walter ne sait même pas quel jour on est la moitié du temps. Il signera tout ce que vous lui mettrez sous le nez. C'est triste, vraiment. La procuration est prête. Dax dit, mon gars Graham dit que le transfert à Seabreed peut avoir lieu lundi une fois que Walter aura signé. C'est mieux ainsi. Loretta dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie, nous nous en occupons juste pour son propre bien, protégeant les actifs de la famille. S'en occuper. J'ai regardé les documents sur mes genoux. J'ai pensé à mon grand-père, Walter, l'homme qui, à 85 ans, remplissait encore les mots croisés du Times au stylo. Confus? Je les ai entendus trinquer à l'étage, un toast probablement à la famille. J'ai fermé la boîte. Je l'ai fait glisser dans l'ombre, exactement comme je l'avais trouvé. L'ampoule vacillante au-dessus de moi m'a soudainement paru nette, concentrée. Le froid du sol en béton n'était plus seulement inconfortable. Il était clarifiant. Ce n'était pas une fête. C'était un vol, et il venait de commettre l'erreur de mettre les preuves et le témoin dans la même pièce fermée à clé. J'ai sorti mon téléphone. La seule barre de service était suffisante. J'ai ouvert une nouvelle note. Mes doigts étaient parfaitement stables. J'ai tapé 2 mots, basement begin. Le bruit de l'étage était une vibration sourde à travers le plafond de béton, un bruit sourd lourd et répétitif, sourd, alors que la ligne de basse d'une chanson que je ne reconnaissais pas se frayait un chemin à travers les planches du plancher. C'était le son de ma famille célébrant sa bonne fortune, célébrant le fait qu'elle n'était pas moi, seul dans le froid à côté d'un chauffe-eau grondant. J'avais repoussé la boîte de banquier des dossiers de Walter dans l'ombre exactement comme je l'avais trouvé. Ma note de téléphone était enregistrée. Basement begin. Les mots semblaient austères et absolus sur le petit écran. Walter Kingsley ne tolérait pas l'ambiguïté. Il m'a appris à jouer aux échecs quand j'avais 8 ans. J'étais une enfant impatiente. Je voulais me précipiter. Je voulais prendre le pion simplement parce qu'il était disponible. Allison, disait-il, sa voix ne s'élevant jamais, ses mains stables alors qu'il désignait la tour, regarde tout l'échiquier. Ne réagis pas à l'endroit où se trouve ton adversaire. Réagis à l'endroit où il va. Calcule les 3 prochains coups, pas seulement le prochain. Il m'a appris que la discipline est une forme de respect de soi. Alors que Loretta, et ma mère avant qu'elle ne tombe malade, apprenaient à Mara comment recevoir, comment sourire, comment réseauter pour un mari convenable,
Walter m'apprenait à lire un bilan. Ma mère est morte trop jeune, d'un cancer. C'était rapide et brutal, l'emmenant alors que j'avais 12 ans. Après cela, je suis devenu un élément permanent de l'écosystème Vossat. J'étais le projet, le fardeau, la pauvre chose qui avait besoin d'être élevée. Loretta faisait son devoir, mais c'était un devoir accompli avec un soupir constant et là c'est un calcul silencieux du coup. Dans leur maison, j'étais toujours celle qui n'était pas tout à fait assez bien, pas assez jolie pour les cercles de débutantes dans lesquels Mara évoluait, pas assez riche pour être intéressante, pas assez impitoyable pour être respectée. J'étais la fille calme et intelligente, ce qui dans leur monde était un handicap social. Walter était différent. Il n'était pas un Voss. Il était un Kingsley. Les chantiers navals Kingsley avaient construit la moitié de la flotte commerciale de la côte et pendant 50 ans. Il était un vieil argent, mais un type différent de vieil argent. Il était de la brique, de l'acier et des contrats maritimes, pas des polos et des primes d'investissement. Il a vendu l'entreprise il y a des décennies pour une somme dont la famille ne faisait que chuchoter, une somme qui hantait clairement Loretta. Walter n'a pas acheté de yacht avec les bénéfices. Il n'a pas déménagé à Harbor Glen. Il vivait simplement. Il a doté des fondations pour l'architecture navale. Il a payé pour mon éducation, chaque centime, avec la consigne tranquille que je devais construire quelque chose d'utile, ce qui a rendu les rumeurs des 6 derniers mois si discordantes. Loretta avait géré le récit avec une précision chirurgicale. Walter a du mal, disait-elle lors de nos brefs et peu fréquents appels familiaux. Il devient fragile. Il y a 2 mois, le récit a changé. Nous avons dû prendre le contrôle de ses finances juste pour l'aider. Il est tellement confus. Une procuration. Il l'isolait, enveloppant leur inquiétude autour de lui comme un isolant, l'étouffant tout en prétendant le garder au chaud. J'ai regardé mon téléphone. Une barre de service. Je devais essayer. Je suis allé dans mes favoris et j'ai appuyé sur Walter. Il a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le bruit de la fête à l'étage masquait le son. J'ai appuyé sur mon autre oreille, le cartilage froid contre mon doigt. C'est allé à la messagerie vocale. Vous avez joint Walter Kingsley. Je ne suis pas disponible. Laissez votre nom, votre numéro et la raison précise de votre appel. Je vous rappellerai dès que possible. J'ai laissé le message jouer 2 fois. Sa voix, elle n'était pas fragile. Elle n'était pas confuse. C'était la même voix qui m'avait appris à jouer aux échecs, claire, mesurée, les consonnes nettes, raison précise de votre appel. Ce n'était pas la voix d'un homme qui signait des choses sans lire les petits caractères. Ce n'était pas la voix d'un homme qui était, comme le prétendait Loretta, hors de son esprit. Ma suspicion, qui avait été un léger bourdonnement d'anxiété, s'est durcie en une certitude froide et lourde. Loretta mentait. Mon travail, Mara appelait ça ma petite affaire à but non lucratif. Je venais de passer 8 mois à obtenir le zonage et le financement d'un projet de 72 logements abordables dans un quartier qui en avait désespérément besoin. C'était une lutte brutale contre les promoteurs, le conseil municipal et un budget qui n'avait aucune marge d'erreur. Nous avons commencé les travaux la semaine dernière. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. C'était utile. Quand je l'ai mentionné lors du dernier rassemblement familial, à Pâques, je crois, Dax m'avait regardé avec une pitié sincère. Quelle est la marge sur l'abordable, avait-il demandé en faisant tournoyer son brandy. Comme 3%? C'est une erreur d'arrondi sur mon portefeuille. Ali, ont-ils ri. Il préférait le concept de l'immobilier de luxe, les tours de verre vides que le partenaire de Dax vendait à des investisseurs étrangers, des choses chères, pas des choses utiles. Je me suis souvenu que Walter était là à Pâques. Il avait l'air élégant dans un blazer marine. Il s'est disputé avec Dax au sujet des obligations municipales et a gagné. Plus tard, Mara avait accidentellement utilisé la carte de crédit de Walter pour acheter un plateau d'apéritif à $200 chez un traiteur haut de gamme. « Oh, grand-père, je suis tellement désolé », avait-elle trié, sa voix dégoulinant d'un faux remords. Nos cartes doivent se ressembler. J'ai juste pris la mauvaise. Walter, qui portait un simple portefeuille en cuir vieux de 20 ans, l'avait juste regardé. Il n'a pas crié. Il n'a pas grondé. Il a juste dit, non, Mara, elle ne se ressemble pas. Il a pris le reçu de sa main. La semaine suivante, j'ai appris par la cousine de ma mère qu'il avait déduit le montant exact de l'allocation mensuelle qu'il lui versait encore inexplicablement.
Il était précis. Sa phrase préférée, celle qu'il répétait chaque fois que je partais pour l'université, chaque fois que je commençais un nouvel emploi, résonnait dans l'air humide du sous-sol. Allison, n'attends pas que les gens te donnent la permission d'être respecté. Gagne-le, puis exige-le. J'ai regardé mon sac de voyage. Il était en toile bon marché. N'importe qui pouvait y entrer. La fête à l'étage faisait toujours rage, mais le sous-sol était une tombe. J'étais vulnérable. J'ai sorti mon portefeuille de mon sac à main. J'ai sorti mon téléphone. Je les ai glissés sous le mince matelas en mousse, en les poussant vers le centre où le sol en béton les protégerait de toute humidité parasite. J'ai pris le petit cadenas TSA dans mon sac de toilette et je l'ai enfilé à travers les fermetures éclairs de mes bagages principaux. Ensuite, j'ai pris le deuxième cadenas de mon sac pour ordinateur portable et je l'ai enfilé à travers le premier cadenas, un double cadenas. Cela n'arrêterait pas un voleur déterminé, mais cela ferait du bruit. Cela prendrait du temps. Je me suis rassise sur le lit de camp, mes préparatifs terminés. La fête a commencé à s'amenuiser. Le sourd de la musique s'est arrêté, remplacé par le rire aigu des adieux et le cliquetis des assiettes ramassées par les traiteurs. La maison s'est calmée, et dans le silence, j'ai entendu un nouveau son. Goutte, goutte, goutte. Un tuyau quelque part dans le mur de béton derrière la fournaise fuyait. C'était lent, rythmique, une horloge, goutte, goutte. Puis les vents a ramené la voix de Loretta. Elle ne jouait plus pour la fête. Cette voix était nette, fatiguée et pleine d'affaires. Elle était dans la cuisine, probablement au téléphone. Il mord à l'hameçon. Oui, Graham. Non, il est complètement isolé. Il pense que je suis son seul allié. Une pause. J'ai retenu mon souffle. Nous avons juste besoin de la signature. Lundi, 10 heures. Le notaire est réservé. Une autre pause. Sa voix a baissé, m'élevant la portée clairement. Une fois que c'est signé, c'est fini. La fiducie est à nous. À nous, pas à lui. À nous. Goutte. Goutte. Mon premier instinct a été de la pure adrénaline. Je voulais prendre d'assaut les escaliers. Je voulais saisir cette boîte de dossiers, la jeter sur le comptoir en quartz brillant dans la cuisine, et regarder leur faux sourire se briser. Je voulais crier, les démasquer, voir l'expression sur le visage de Loretta lorsque la pauvre chose au sous-sol révélerait qu'elle savait tout. Mais la voix de Walter a traversé la colère. Regarde tout l'échiquier. Ne réagis pas à l'endroit où ils sont. Réagis à l'endroit où ils vont. Ils allaient chez un notaire lundi à 10 heures. Les confronter maintenant n'accomplirait rien. Ils mentiraient. Ils détruiraient les dossiers dans la boîte. Ils déplaceraient la réunion. Ils me gaslighteraient, me traiteraient de folle, d'hystérique, de jalouse, la pauvre parente essayant de semer le trouble. Ils avaient l'avantage. Ils étaient en haut. J'étais au sous-sol. Je n'ai pas bougé. Je me suis allongé sur le matelas humide, la valise à double cadenas à mes pieds, mon portefeuille et mon téléphone s'enfonçant dans mon dos à travers la fine mousse. Le tuyau goûtait. La fournaise s'est mise en marche avec un lourd rugissement métallique. Je ne les confronterai pas. Je resterai ici. Je serai la bonne nièce tranquille et oubliée. J'observerai. Ce sous-sol n'était pas ma prison. C'était mon poste d'écoute. La fête était finie. La maison au-dessus de moi était finalement tombée dans le silence s'installant comme une couche de poussière. Les seuls sons qui restaient étaient ceux qui appartenaient au sous-sol, le faible grondement mécanique de la fournaise qui se mettait en marche et s'arrêtait, le bruit erratique du chauffe-eau et le goutte persistant et exaspérant du tuyau caché quelque part dans le béton. L'air était si froid qu'il semblait humide. J'ai ramené mes genoux à ma poitrine, mon pull étant une barrière inutilement mince contre l'humidité. Je me suis déplacé sur le matelas en mousse, essayant de trouver un angle qui n'impliquait pas un ressort s'enfonçant dans ma hanche, et mes yeux l'ont attrapé. Ce n'était pas un reflet. C'était une lumière. Près du haut des escaliers, branché dans la prise murale juste au-dessus de la plainte, se trouvait un petit cube noir. Il ressemblait à un chargeur de téléphone standard, le genre que l'on achète dans une station-service. Mais au centre du cube, une minuscule LED bleu-blanc clignotait, une impulsion rythmique régulière, clignotement, clignotement, clignotement. Je me suis levé, mes pieds en chaussettes silencieux sur le béton froid. Je me suis dirigé vers les escaliers,
mon corps incliné loin du lit de camp. Je me suis accroupi, faisant semblant de vérifier quelque chose dans ma chaussure. Ce n'était pas un chargeur. C'était une caméra de surveillance pour bébé bon marché compatible Wi-Fi. L'objectif, à peine visible, pas plus gros qu'une piqûre d'épingle, placé juste au-dessus du faux port USB, et il était pointé directement sur le lit de camp. Il était pointé directement sur moi. La réalisation m'a frappé avec la force d'un coup physique. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. L'excuse frénétique de Loretta concernant une maison pleine était un mensonge. L'ordre de Mara de me mettre ici était une directive. Ils ne m'ont pas seulement mis au sous-sol pour m'insulter. Ils m'ont mis ici pour me surveiller. Ils étaient inquiets que la pauvre parente puisse fouiner, inquiets que j'entende quelque chose, inquiets que je puisse voler l'argenterie. La pensée était si insultante qu'elle était presque absurde. Il ne s'agissait pas de protéger leurs biens contre moi. Il s'agissait de protéger leur plan contre moi. Ils avaient tendu un piège. Ils me regardaient, attendant que je réagisse, que je me plaigne, que je leur donne une raison de me traiter d'instable, d'hystérique, de jalouse. Une colère blanche et brûlante a jailli dans ma poitrine. Je voulais l'arracher du mur et la fracasser sur le sol. Calcule les 3 prochains coups. La voix de Walter, froide, précise. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas touché la caméra. Je ne l'ai même plus regardée. Je suis retourné au lit de camp et je me suis assise comme si je n'avais rien vu. Coup numéro 1, niez-leur la réaction qu'ils veulent. Coup numéro 2, créer mon propre enregistrement. J'ai fouillé dans mon sac à main, gardant le dos à la caméra. J'ai sorti mon téléphone. La luminosité de l'écran était déjà faible. Je l'ai protégé avec mon corps en le déverrouillant. La seule barre de service était toujours là, faible mais présente. J'ai ouvert l'application des mémos vocaux. J'ai appuyé sur Nouvel enregistrement. La forme d'onde rouge s'est allumée, capturant le son de la fournaise et du tuyau qui goutte. J'ai éteint l'écran, mais l'enregistrement a continué. J'ai soigneusement glissé le téléphone sous le matelas près du bord, positionnant le microphone face à la pièce et aux escaliers, ma propre petite boîte noire. Je me suis allongé, mon cœur battant un rythme fort et rapide contre mes côtes. Qu'ils me regardent faire semblant de dormir. J'écouterai. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. La porte en haut des escaliers s'est entr'ouverte en grinçant. Un mince rayon de lumière jaune chaude provenant de la cuisine a percé l'obscurité. J'ai vu la silhouette de Mara. Tiens, a-t-elle dit. Sa voix était plate, empreinte de mépris. Quelque chose de lourd, en boule, atterrit sur le sol en béton avec un bruit sourd. C'était un vieux manteau, usé et taché de ce qui ressemblait à de la peinture. Pour te réchauffer, dit-elle, les mots une moquerie évidente. Elle ferma la porte, mais pas complètement. Elle laissa une fente ouverte. La lumière disparut, mais le canal sonore était maintenant parfait. Les conduits d'aération transportaient le grondement, mais la porte ouverte transportait les mots. J'entendis la voix de Dax, ne jouant plus la comédie pour ses associés. C'était sa vraie voix, forte et pâteuse à cause de l'alcool de fin de soirée. C'est absolument infaillible. Loretta, je t'ai dit que Graham a les documents de PO après pour lundi. Une fois que Walter aura signé, c'est fini. Es-tu sûr qu'il signera? La voix de Loretta. Le masque d'hôtesse avait disparu. C'était vif, anxieux et avide. Il signera, railla Dax. Tu le prépares depuis des mois, en lui disant qu'il perd la tête. Il te fait confiance. Il pense que tu es la seule à veiller sur lui. Il signera juste pour te faire taire. Et dès qu'il l'aura fait, la fiducie Sebrit sera activée, sous ton contrôle. Fiducie Sebrit, le nom de la boîte. Mon téléphone enregistrait chaque mot. Tout ce fond Kingsley se débloque, continua Dax. Il avait l'air étourdi. On parle d'1 milliard, Loretta. Facile. 1 milliard. La première chose que je fais, c'est acheter un yacht. Un vrai. Pas une de ces cochonneries de 30 pieds. Je parle d'un 100 pieds avec un équipage. Dax, tais-toi, siffla Mara. Les employés de maison sont encore là pour nettoyer. Ils sont dans la cuisine. Ils ne peuvent pas entendre. Et elle baissa sa voix, mais la ventilation la transportait. Elle est dans la cave. Elle ne peut rien entendre.
Elle dort probablement sur sa dalle de béton. Un bruissement de papier. Loretta à nouveau, son anxiété avait disparu, remplacée par un ronronnement bas et satisfait. Elle lisait. Ce n'est pas seulement le fond, Dax. Regarde cette liste. Graham a retiré des obligations municipales, un compte de courtage entièrement acquis, et oh mon Dieu. Il possède toujours l'immeuble commercial de Riverton, celui sur le front de mer, les anciens bureaux du chantier naval. Dax sembla vraiment stupéfait. C'est un terrain de développement de premier ordre. C'est 50 millions minimum. Et il a juste oublié ça, dit Loretta, un rire sec, sans humour. Le vieil homme ne se souviendra de rien. Il n'a aucune idée de ce qu'il a même. Le mensonge était si profond qu'il m'étouffait presque. Walter, qui m'a appris les intérêts composés à l'âge de 10 ans. Walter, qui pouvait réciter le droit maritime. Il ne se souviendra pas? Tout est prêt, dit Loretta, sa voix ferme. Lundi 10 heures. La porte en haut des escaliers se claqua. La conversation se déplaça vers le salon, étouffée par les conduits d'aération. Mais j'avais ce dont j'avais besoin. Ils avaient avoué. Je me suis assise. La lumière bleue de la caméra clignotait toujours. Clignotement. Clignotement. C'était mon témoin. J'avais besoin de la pièce finale, la confirmation. Je me suis déplacé silencieusement sur le sol vers la boîte de banquier. Walter Kingsley. J'ai soulevé le couvercle. L'odeur de moisi et de vieux papier emplit mes poumons. J'ai fouillé dans les dossiers, mes doigts engourdis par le froid, relevé bancaire, acte et l'épais paquet pour la fiducie Sebrite. Je l'ai sorti. Glissé à l'intérieur de la page de couverture, je l'ai trouvé. Une seule feuille de papier, une facture de l'Ecro Notary Service. C'était une facture pour une prévérification et une consultation de documents. Une répétition générale. Il s'était entraîné. Et en bas, le rendez-vous, client Loretta Vosre, succession Kingsley, date lundi 27 novembre, heure 10h, le lundi après la fête de l'Action de grâce. J'ai remis la facture exactement comme je l'avais trouvée. J'ai refermé le couvercle, faisant glisser la boîte dans l'ombre. Je me suis assise sur le lit de camp. Mon esprit s'emballait, assemblant les pièces, les mensonges, la POA, la banque, le rendez-vous. Alors que je fixais l'obscurité, l'unique ampoule bourdonnante au-dessus de ma tête fit un bruit sec et la pièce plongea dans une obscurité absolue suffocante. Je me suis figé. La chaudière était éteinte. Le chauffe-eau était silencieux. Le seul bruit était le goutte, goutte, goutte du tuyau, maintenant terriblement fort dans l'obscurité totale. Et puis un nouveau son venant du haut des escaliers. Un raclement métallique, le son lourd et indubitable d'un verrou qui se met en place. Skirk-tinck. Une clé qui tourne dans la serrure. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Ils n'avaient pas seulement coupé la lumière au disjoncteur. Ils avaient coupé l'électricité au sous-sol, et ils m'avaient enfermé. Ce n'était plus un affront social. Ce n'était pas seulement une insulte. C'était une séquestration. C'était de la coercition. Une vague de panique animale pure monta dans ma poitrine. J'étais piégé. Pas de fenêtre, une porte, et elle était verrouillée de l'extérieur. L'air était épais, lourd. Je pouvais sentir la moisissure, le béton humide, l'air vicié et mort. Respire. Je me suis battu contre ça. C'est ce qu'il voulait. Il voulait que je panique, que je crie, que je frappe à la porte, pour prouver que j'étais la parente hystérique et instable qu'ils avaient décrite. La caméra de Nounou, réalisée était probablement alimentée par batterie. Elle regardait toujours. Clignotement, clignotement. Un seul œil bleu dans l'obscurité. Je ne leur donnerais pas cette satisfaction. Mon cœur était un marteau, mais mon esprit était de glace. Ils avaient commis leur dernière erreur critique. Je tâtonnais dans mon sac d'ordinateur portable, mes doigts trouvant un stylo. Je ne pouvais pas voir, mais je n'en avais pas besoin. Je sentis la boîte de banquier, tirant le couvercle vers moi. Sur le carton lisse et frais, j'écrivis mes lettres grandes et fermes, ils viennent d'enregistrer la preuve de leur propre coercition. Qu'ils trouvent ça au matin. Je me suis rassise sur le lit de camp. L'obscurité absolue. Ils pensaient que j'étais piégée. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que j'étais seule. J'ai sorti mon téléphone de sous le matelas.
L'écran illumina mon visage d'une pâle lueur blanche. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai sauvegardé le fichier, preuve au sous-sol. La seule barre de service était toujours là, vacillante, mais stable. J'ai ouvert mes contacts. J'ai fait défiler après A, après L, après Monsieur dans l'obscurité froide, oppressante et verrouillée, mon doigt stable. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Ça a sonné une fois. J'ai appelé la seule personne qui comptait. J'ai appelé Walter. Le téléphone était froid contre mon oreille. La seule lumière dans l'obscurité totale venant de son écran. L'appel s'est connecté à la première sonnerie. Pas la deuxième, la première. Avant que je puisse dire « Bonjour, grand-père » ou « Je suis piégé », sa voix est venue à travers la ligne parfaitement claire, comme s'il était à côté de moi dans l'obscurité. Ce n'était pas la voix d'un vieil homme confus. C'était la voix de l'homme qui a construit les chantiers navals Kingsley. « Allison, es-tu dans le sous-sol de Loretta ?» L'air quitta mes poumons. La question était si précise, si immédiate qu'elle brisa la panique. Je pouvais entendre le goutte, goutte, goutte du tuyau dans le silence alors que j'essayais de traiter les mots. « Oui, chuchotai-je. »« Comment ? Comment le savais-tu ? » »« Parce que tu n'as pas bougé depuis 5 heures, dit-il, sa voix tendue d'une colère contrôlée qui ne m'était pas adressée. « Tu es toujours à l'adresse de Harbor Glen. »« Bouger, mais comment sais-tu où je suis ? » ?»« L'application que tu as installée, dit-il. L'LD Care Connect, celle que tu as dit était pour mon rythme cardiaque et en cas de chute. Une application très réfléchie. Allison, elle a un excellent localisateur GPS. J'ai juste eu à inverser les autorisations. Je me suis affaissé sur le mince matelas, l'outil que je lui avais donné pour surveiller sa sécurité. Il l'utilisait pour surveiller la mienne. Il savait que j'étais ici. Il attendait. Il n'était pas isolé. Il regardait. Il avait 3 coups d'avance. Ils ont verrouillé la porte, Walter. Ils ont coupé le courant. Je sais, dit-il. Sa voix était sombre. Ce sont des imbéciles. Ils sont prévisibles et ils sont désespérés. J'ai besoin que tu sois calme. Allison, peux-tu être calme ? Je suis calme. Ma voix tremblait, mais mon esprit s'éclaircissait. La panique s'estompait, remplacée par une concentration froide et nette. C'était un projet. C'était un problème à résoudre. Bien, dit Walter. Il prévoit de déposer une procuration frauduleuse lundi matin. Ils ont un notaire de réservé. Ils croient que je suis incapable, et ils ont l'intention de liquider le Kingsley Charitable Fund. J'ai entendu chuchoter-je. Fiducie Sebrit. Dax veut un yacht. Un yacht d'1 milliard de dollars, dit Walter. Le dégoût dans sa voix palpable. Ils sont négligents. La cupidité rend les gens négligents. Ils parlent trop fort. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne peux pas sortir. Tu sortiras, dit-il. Mais pas ce soir. Ce soir, tu es exactement où tu dois être. Tu es le témoin. Ils ne savent pas qu'ils ont cette caméra sur toi. Est-ce qu'elle clignote encore ? Mes yeux l'ont trouvée dans l'obscurité. Le minuscule œil bleu-blanc. Clignotement. Clignotement. Oui, elle est toujours allumée. Batterie de secours. Encore moins cher que je ne le pensais. Bien. Laisse-la te regarder. Laisse-les voir leurs pauvres nièces oubliées essayer de dormir. Laisse-les renforcer leur confiance. Quand ils déverrouilleront cette porte au matin, ils s'attendront à ce que tu sois reconnaissante pour une tasse de café. Ils s'attendront à ce que tu sois intimidée. Une notification de message texte illumina mon écran. La lumière soudaine me faisant sursauter, un code de confirmation. Je viens de t'envoyer une réservation, continua Walter, sa voix passant de tactique à quelque chose de plus chaleureux. C'est au Riverview Summit. Le Riverview Summit, l'hôtel le plus cher de l'État, la tour de verre qui surplombe tout le port, l'endroit où les partenaires de Dax rêvent probablement de séjourner. C'est la suite Pentouse, Allison. Elle est réservée à mon nom. Invité de WK. Je veux que tu quittes cette maison dès qu'ils déverrouilleront cette porte. Ne fais pas une scène. Ne prends pas de petit déjeuner. Ne leur parle pas à part pour dire que tu vas te promener. Monte dans ta voiture et tu conduis directement là-bas. Walter, le Pentouse.
Ce ne sont pas des vacances, coupa-t-il, sa voix à nouveau vive. C'est un centre de commandement. Mon avocate te rencontrera là-bas à 9 heures précises. Elle s'appelle Eleanor Pike. C'est la meilleure. Tu lui donneras tout, le fichier audio que tu as enregistré, la photo de la facture que tu vas prendre avant de partir. Tout. Le fichier audio. Il savait même que j'allais l'enregistrer. Bien sûr qu'il le savait. Il m'a appris à tout documenter. Une pensée traversa la logistique. Une pensée froide et pratique qui me dérangeait depuis des mois. Celle qui rendait les mensonges de Loretta presque plausibles. Walter. Je pensais que Loretta avait dit que tu étais. Qu'est-ce qui a cassé? Elle a dit que tu vivais avec un revenu fixe, que l'argent du chantier naval était parti. Elle a dit qu'elle payait pour ton établissement. Walter resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, la lassitude dans sa voix était profonde. Un homme qui a l'air pauvre, Allison, est invisible pour les cupides. Un homme qui a l'air riche est une cible. Je suis pauvre depuis 10 ans. C'est le meilleur filtre que j'ai jamais trouvé. Ça fait juste mal que ma propre famille soit celle qui a échoué au test. Ce n'était pas lui qui était piégé. C'était lui qui tendait le piège. Il jouait un jeu de longue haleine, un jeu de pauvreté calculée. Et Loretta et Dax venaient de s'y précipiter, aveuglés par leur propre arrogance. Ils pensaient qu'il était un atout à dépouiller. Ils n'avaient aucune idée qu'il était l'auditeur. J'ai besoin de ta parole, dit Walter, sa voix ferme, me ramenant au présent. Tu ne les confronteras pas. Pas ce soir, pas au matin. Ils sont dangereux parce qu'ils sont stupides, et ils se sentent acculés. Ils t'ont enfermé dans un sous-sol, Allison. Ce n'est pas un simple acte de cruauté. C'est un crime. Ils ont franchi une ligne. Maintenant, nous les laissons entrer directement dans le bureau d'Eleanor. Je comprends. Je ne dirai pas un mot, dis-je. Bien. Dors un peu si tu peux. Ce sera une longue journée demain. Walter. Oui. Merci. Je suis ton grand-père, Allison. Je protège mes investissements. La ligne se coupa. J'étais de nouveau seul dans l'obscurité absolue, mais je n'étais plus piégé. Le goutte du tuyau n'était plus un son de menace. C'était un compte à rebours. J'ai glissé mon téléphone, toujours en train d'enregistrer au cas où, dans mes cheveux, le cachant sous ma tête alors que je me recouchais. Je ne voulais pas que l'œil bleu de la caméra voie la lumière si un autre message arrivait. Ma valise à double verrouillage était dure, mais j'ai mis mon fin pull dessus et je l'ai utilisé comme oreiller. Le sol en béton rayonnait de froid, s'infiltrant dans mes os, mais je le sentais à peine. J'ai pensé à Mara, endormie dans son lit chaud, rêvant de son sac à main Milan. J'ai pensé à Dax, inconscient et rêvant de son yacht de 100 pieds. J'ai pensé à Loretta, rêvant de sa signature, de son contrôle, de sa victoire. Et j'ai pensé à moi dans le froid, l'humidité et l'obscurité, tenant le reçu pour tout ça. J'ai cherché le stylo à nouveau et le couvercle en carton de la boîte de banquier. Je n'avais pas besoin de voir ce que j'écrivais. Je connaissais les mots par cœur, demain, étage 48. J'ai fermé les yeux. Le froid était un réconfort. L'obscurité était un bouclier. Sur le rythme régulier et répétitif de l'eau qui goutte, je me suis finalement endormi. Et je n'ai pas rêvé du sous-sol. J'ai rêvé d'un ascenseur de verre silencieux qui montait rapidement, laissant derrière lui le sol sombre tandis que la ville entière s'étendait en contrebas. Un tapis de lumière scintillante lointaine. J'étais réveillé avant que le son ne se produise. Mon corps était tendu, un ressort comprimé par le béton froid, attendant. À 5h03 du matin, c'est arrivé. Le grincement de la clé suivi du lourd bruit sourd du pêne dormant qui recule. J'ai compté jusqu'à 60. Des pas, lourds et maladroits d'Axe, probablement se dirigeant vers le salon. Je me suis déplacé silencieusement. J'ai récupéré mon téléphone sous le matelas, arrêtant le deuxième enregistrement audio que j'avais fait pendant la nuit. C'était surtout le tuyau qui goûtait et la fournaise qui ronronnait, mais c'était 8 heures de bande confirmant que j'étais enfermé. J'ai enfilé mes chaussures. J'ai déverrouillé mes bagages. Je suis allé vers la boîte d'archives. Walter Kingsley. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'appareil photo et pris 3 photos nettes et claires de la facture de l'Ecro Notary Service. Flash désactivé. Les détails étaient parfaitement lisibles.
J'ai remis la boîte en place. J'ai laissé le message que j'avais écrit sur le couvercle, ils viennent d'enregistrer la preuve de leur propre coercition. J'ai fermé mon sac. Je ne suis pas monté par l'escalier de la cuisine. Je suis allé dans l'autre sens vers la porte qui menait au garage. C'était un simple bouton utilitaire. Déverrouillé, je l'ai ouverte doucement. Le garage était sombre, rempli de la Lexus de Loretta et de l'Escalade de Dax. Ma berline était garée à l'extérieur. Je me suis faufilé par la porte latérale dans l'air glacial d'avant l'aube. Le ciel était d'un violet sombre et meurtri. Je suis monté dans ma voiture. Le moteur qui démarrait sonnait comme un coup de canon dans le silence. Je m'en fichais. J'ai reculé de l'allée. Dès que j'ai atteint la rue, j'ai levé la main et appuyé sur le bouton d'alimentation de ma caméra de tableau de bord. La petite lumière rouge brillait. Elle a enregistré ma sortie, l'heure, la date, le lieu. Tout documenté. Le trajet jusqu'au Riverview Summit a duré 20 minutes. J'ai quitté les rues froides et claustrophobes de Harbor Glen et suis entré dans la ville proprement dite. L'hôtel était une lance de verre et d'acier perçant le ciel de l'aube. J'ai laissé ma voiture au voiturier, mon sac de toile bon marché ayant l'air pathétique à côté des bagages Louis Vuitton déchargés d'une Bentley. Je m'en fichais. Le hall était silencieux, vaste et sentait légèrement le thé blanc et l'argent. L'homme au comptoir était impeccablement vêtu. « Bonjour », ai-je dit, ma voix assurée. « Je viens m'enregistrer. La réservation est au nom de Kingsley. Je suis l'invité. » Ses doigts ont tapoté sur le clavier. Son expression n'a pas changé. « Ah, oui. Nous vous attendions. » La suite Penthouse, invité de WK. « Bienvenue au Summit, Mademoiselle Barnes. » Il a produit une carte clé, une lourde pièce de plastique noir. Il me l'a tendue. Étage 48. Les ascenseurs sont à votre droite. L'accès se fait par clé. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. La porte s'est refermée, m'enfermant dans de l'acajou poli. J'ai inséré la clé. Le bouton PH s'est allumé. L'ascenseur a commencé à bouger, une ascension douce, silencieuse et implacable. Mes oreilles ont craqué. Les portes se sont ouvertes directement dans la suite. Ce n'était pas une pièce. C'était un petit pays. 2 étages de murs de verre, un escalier flottant, une cheminée, un piano à queue et une vue qui s'étendait du port à l'océan. Le soleil commençait à peine à percer l'horizon, inondant l'espace d'une lumière dorée pâle. Après l'ampoule humide et scintillante du sous-sol, la lumière était aveuglante. Je venais de terminer de prendre la douche la plus chaude et la plus longue de ma vie lorsque la sonnette a retenti. Il était exactement 9 heures du matin. J'ai ouvert la porte. La femme qui se tenait là avait mon âge, peut-être un peu plus âgée. Elle portait un tailleur gris parfaitement taillé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon sévère, et ses yeux derrière des lunettes à monture fine étaient de la couleur d'un ciel d'hiver. Elle portait une élégante mallette en aluminium. « Mademoiselle Barnes, je suis Eleanor Pike. » Sa voix était comme son tailleur, sans matériaux gaspillés. « Monsieur Kingsley vous présente ses respects. Puis-je entrer, s'il vous plaît ?» Elle n'a pas regardé la vue. Elle n'a pas fait de commentaires sur la suite. Elle s'est dirigée vers l'immense table à manger en verre, a posé sa mallette et l'a ouverte. Elle n'était pas remplie de papier. Elle était pleine de technologie, un scanner portable haute vitesse, un lecteur USB multiport et un ordinateur portable qui ressemblait à celui de l'armée. « Commençons », a-t-elle dit. Pendant les 30 minutes suivantes, nous avons travaillé. C'était un monde que je comprenais, transfert de données, enregistrement des preuves. Voici le fichier audio principal, ai-je dit, envoyant le fichier basement proof par airdrop. Il a capturé la conversation entre Loretta Voss, Dax et Mara. Vous les entendrez confirmer le plan. La banque est le motif reconnu. Elle avait déjà des écouteurs, les yeux fermés, écoutant, son visage ne trahissant rien. Voici l'audio secondaire. Il confirme que j'étais enfermé d'environ 23 heures à 5 heures du matin. Séquestration. Notez. Ce sont les photos du sous-sol, du lit de camp, du chauffe-eau, de la serrure à l'extérieur de la porte et de la caméra pour bébé. Notez, elle les a scannés, les a étiquetés. Et ceci, ai-je dit, est la photo de la facture de l'écro. Eleanor s'est arrêtée. Elle a enlevé ses écouteurs. Elle a regardé la photo, zoomant sur les détails.
Les Gros, lundi, 10 heures du matin. Elle a ouvert son propre ordinateur portable. Monsieur Kingsley m'a fourni ses fichiers numériques complets le mois dernier. Il soupçonnait que cela allait arriver. Elle a tapé, ses doigts volants. Subrit Trust. Ah, oui, Graham. Le consultant que Dax a mentionné, c'est un avocat radié du New Jersey, qui opère maintenant en tant que gestionnaire de fortune. Il est l'architecte. Elle a affiché un fichier. L'échantillon de signature numérique de Monsieur Kingsley. Elle en a affiché un autre. Et voici la signature électronique préliminaire que Loretta a déposée auprès de Subrit pour lancer la demande de procuration. Elle les a mis côte à côte sur le grand écran. Là, a-t-elle dit en montrant du doigt. Regardez la boucle sur le W, la pression, l'angle du K. C'est proche, ai-je dit. C'est le cas, a-t-elle dit. C'est une brillante contrefaçon, mais c'est une contrefaçon. Ce n'est pas la sienne. Ils n'ont pas seulement prévu de le contraindre. Ils ont déjà commis une fraude électronique. L'air dans la pièce semblait mince. Ce n'était plus un différend familial. C'était une conspiration criminelle de plusieurs millions de dollars, et ils avaient déjà commencé. À 10h30, l'énorme téléviseur du salon a sonné. Eleanor a appuyé sur une touche, et le visage de Walter est apparu. Il n'était pas dans sa chambre à l'établissement. Il était dans un bureau, vif, alerte et portant un costume bleu foncé. Eleanor, Allison, rapportait. Eleanor était concise. Ils ont le rendez-vous. Walter, lundi, 10 heures du matin, les Gros. Ils ont déjà déposé une signature électronique falsifiée auprès de Subrit. Ils prévoient d'obtenir votre signature manuscrite sur la copie papier de la procuration pour légitimer le transfert numérique frauduleux qu'ils ont déjà initié. Ils agissent plus vite que je ne l'avais prévu. Walter a dit, il n'avait pas l'air inquiet. Il avait l'air en colère. Quelle est la stratégie, ai-je demandé. Envoyons-nous Eleanor? Déposons-nous une injonction ce matin. Non, a dit Walter. Une injonction les arrête. Elle ne les attrape pas. Ils vont se disperser. Ils vont prendre un avocat. Graham va disparaître. Non. Le rendez-vous de lundi est maintenu. Walter, vous ne pouvez pas y aller, ai-je dit. Ils vont vous contraindre. Ce sera votre parole contre la leur. J'y vais absolument, a-t-il dit fermement. Ils veulent Walter Kingsley. Ils auront Walter Kingsley. Loretta et Dax me conduiront eux-mêmes dans le bureau de ce notaire, mais nous ne serons pas seuls. Eleanor a hoché la tête, comprenant déjà. Je vais demander une audience civile d'urgence. J'aurai un sténographe judiciaire et un policier en civil de l'unité des crimes économiques présents, se faisant passer pour mes assistants juridiques. Exactement, a dit Walter. Nous les laissons commettre l'acte. Devant des témoins, avec un sténographe certifié enregistrant chaque mot, il a brandi un objet, un stylo, un beau stylo plume à l'ancienne, lourd. C'était un cadeau de votre grand-mère, Allison. C'est aussi, depuis hier soir, un enregistreur audio de qualité diffusion. L'opération Turkey-Lift est lancée. Ce Pantouse est notre base d'opération jusqu'à lundi. Eleanor, ai-je dit, mon esprit s'emballant. Cette signature électronique, nous pouvons faire mieux que de simplement dire que c'est une contrefaçon. Nous pouvons le prouver. Elle m'a regardé. Continuez. J'ai un ami, Avery Knox. Nous sommes allés à l'université ensemble. Il travaille pour l'État dans l'unité d'analyse de documents médico-légaux, le bureau de vérification des signatures. Ils ont accès aux signatures du permis de conduire de Walter, à ses signatures de passeport, à chaque marque officielle qu'il a faite pendant 30 ans. C'est très irrégulier. Allison, c'est une base de données de l'État. Avery me doit, ai-je dit. Mon cabinet a construit le centre communautaire où vont ses enfants. Il peut effectuer une analyse comparative non contraignante, un examen informel. S'il la signale, cela donne à votre ordonnance du tribunal une cause probable immédiate et indéniable. Eleanor a réfléchi à cela. Passez l'appel, mais utilisez un téléphone jetable. Il y en a un dans le bureau. J'ai trouvé le téléphone. J'ai appelé Avery. J'ai expliqué attentivement ce dont j'avais besoin. Une correspondance hypothétique. Il est resté silencieux pendant longtemps. Ce n'est pas un centre communautaire, Allison, a-t-il dit. Je sais,
ai-je dit. C'est une fondation caritative d'1 milliard de dollars, et il la vole à un vieil homme. Envoyez-moi les fichiers, a dit Avery. Une fois l'appel terminé, la pièce était de nouveau silencieuse. Eleanor tapait furieusement, préparant les motions pour le gel des avoirs. Elle les déposerait dès que la banque ouvrirait vendredi, gelant toute tentative de Loretta de transférer de l'argent pendant le week-end de la fête de l'Action de grâce. L'adrénaline s'estompait, laissant une douleur profonde et creuse. J'ai senti la nuit blanche, le froid, la rage. Je me suis dirigé vers le minibar. Il était rempli de petites bouteilles coûteuses de vodka, de gin, de whisky, tout ce que Dax aurait aimé. J'ai ouvert la petite porte du réfrigérateur. J'ai regardé les petites bouteilles, les petites canettes de tonic. J'ai sorti une bouteille d'eau plate. J'ai dévissé le bouchon et j'ai bu. L'eau était froide, propre. Ce n'était pas une célébration. C'était du carburant. Je devais garder la tête claire. Mon cœur battait la chamade, une vague de fureur et de trahison retenue par un mince mur de calme professionnel. Mon téléphone a sonné. Un texto de Walter, cet après-midi, nous avons utilisé le Pentouse comme table pour la fête de l'Action de grâce. Le silence du Pentouse était une arme. Il était propre, absolu et amplifié par les plafonds de 6 mètres et l'étendue infinie de verre. En bas, dans le sous-sol, le silence était épais, humide et plein de menaces. Ici, au 48e étage, le silence était de l'oxygène pur. Eleanor Pike était à la table à manger en verre, son ordinateur portable ouvert, sa mallette en aluminium posée à côté d'elle. Elle était au téléphone depuis 7 heures du matin. Elle avait déjà confirmé que le gel temporaire des avoirs était en place, déposé par un juge d'urgence dès l'ouverture des marchés. Ce Brit Trust était maintenant une boîte verrouillée. Mon téléphone, celui personnel que j'utilise rarement, a commencé à vibrer sur le comptoir en marbre. L'écran s'est allumé, tante Loretta. Je l'ai laissé sonner. J'ai regardé l'icône d'appel vibrer, un insecte de panique fabriqué. Il a sonné et finalement il s'est arrêté. J'ai pris une gorgée de mon eau. Quelques secondes plus tard, un message texte, Allison, où es-tu? Tu es parti. Le moins que tu puisses faire est de dire au revoir. Nous étions inquiets. Avant même que je puisse formuler une réponse, mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification du groupe de discussion familiale Vossat. Celui-ci venait de Mara, incroyable. Allison s'est faufilée hors de la maison avant que quiconque ne soit réveillé après que nous ayons eu la gentillesse de l'héberger. Elle n'a même pas dit merci. Tellement irrespectueux. J'ai regardé Eleanor. Elle a levé un sourcil, attendant. J'ai pris le téléphone. J'ai répondu directement au message de groupe de Mara. Ma voix, mon ton, devait être neutre, calme. Je suis allé courir. Ensuite, je suis allé dans ma pellicule. J'ai sélectionné la photo que j'avais prise dans l'obscurité d'avant l'aube, le gros plan du lit de camp, du sol en béton et de la plaque de moisissure noire-verte qui s'étendait sur la cloison sèche à quelques centimètres de l'oreiller. J'ai envoyé la photo au groupe de discussion. Mon message de suivi était simple, la qualité de l'air dans le sous-sol affectait mes allergies. La réponse a été immédiate, l'équivalent numérique d'un silence stupéfait. Pendant près d'une minute entière, personne n'a tapé. Ils avaient été pris. Leur hébergement avait été exposé avec une seule image. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. C'était Loretta. Allison, a-t-elle sifflé? Sa voix n'était plus celle de la tante inquiète. C'était la voix aiguë et en colère que j'avais entendue à travers la bouche d'aération. Qu'est-ce que tu crois faire? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire, tante Loretta. Envoyez cette photo? Vous essayez de m'embarrasser. C'est un mensonge scandaleux et manipulateur. C'est juste une vieille maison. C'est un sous-sol humide, et vous m'y avez enfermé. Nous n'avons rien fait de tel, a-t-elle crié. Le courant a dû. La porte a dû se bloquer. Tu es juste comme ta mère. Toujours si dramatique. Toujours la victime. Calculez les 3 prochains mouvements. Je ne suis pas une victime, Loretta. Je suis juste allergique à la moisissure. Très bien, a-t-elle répliqué. Très bien, si tu vas être si ingrate, ne te donne pas la peine de revenir. Tu n'es pas la bienvenue à la table principale pour le dîner de la fête de l'Action de grâce.
Tu peux manger avec les traiteurs si tu daignes même montrer ton visage. Elle attendait que je la supplie, que je m'excuse, que je sois la bonne petite nièce. J'ai laissé le silence s'étirer. Oh, c'est dommage, ai-je dit, ma voix légère, désinvolte, la voix de quelqu'un qui n'a pas dormi sur un sol en béton. En fait, j'espérais que vous seriez libre pour le déjeuner. Quel déjeuner? J'ai dit, vous, Mara et Dax, je voulais faire un petit toast avant la fête de l'Action de grâce. Serez-vous libre de vous joindre à moi? Disons vers 13h. Te joindre où? Dans un restaurant, a-t-elle raillé. Non, rien de tel. Je suis au Riverview Summit. Grand-père a réservé une suite, et c'est tout simplement charmant. Bien trop grand pour moi seul. Nous pourrions faire monter quelque chose. Juste nous. La vue est spectaculaire. Silence. Un silence dense et lourd à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration. Je pouvais entendre les engrenages tourner, l'avidité luttant contre la colère, la suspicion luttant contre l'envie. Il devait savoir. Comment était-ce possible? Walter était fauché. Allison était pauvre. Ce récit était faux. Tu es au Riverview Summit? Étage 48, ai-je dit, rendant ma voix décontractée. Le Penthouse. Faites simplement savoir à la réception que vous êtes ici pour l'invité de WK. Le silence s'est étiré pendant 3 minutes complètes. J'ai juste attendu. Eleanor m'a regardé. Un petit sourire impressionné sur son visage. Finalement, un message est apparu dans le groupe de discussion. C'était Mara, The Riverview. Sérieusement, ai-je répondu. 13h. À tout à l'heure. Encore 1 minute. La voix de Loretta est revenue sur la ligne, soudainement douce, l'hôtesse frénétique étant de retour. Eh bien, c'est une offre très soudaine et généreuse. Allison, nous ne voudrions pas décevoir ton grand-père s'il s'est donné toute cette peine. Oui, nous vous verrons à 13h. Elle a raccroché. Mon téléphone a immédiatement vibré avec un nouveau message privé. Celui-ci provenait de Dax, comment as-tu pu te payer le sommet? Mes doigts ont volé. C'était le geste le plus important. Je te l'ai dit. Grand-père l'a réservé. J'ai posé le téléphone. Eleanor a levé les yeux de son ordinateur portable. Elle a mordu à l'hameçon, et elle a peur. Elle vient de passer un appel à un téléphone jetable, celui qui est enregistré au nom de Monsieur Graham. Elle panique, ai-je dit. Elle a besoin de savoir si le plan peut être avancé. Elle craint que Walter ait de l'argent, craint qu'il ne soit pas aussi confus qu'elle le pensait. Laissez-la paniquer, a dit Eleanor. La panique rend les gens négligents. Le téléphone jetable dans la mallette d'Eleanor a sonné. Ce n'était pas un appel, c'était un message sécurisé. Elle l'a pris, a lu l'écran et son expression a changé. C'était la première émotion réelle que je voyais de sa part. C'était le triomphe. Monsieur Knox, ai-je demandé, le cœur battant. Monsieur Knox, a-t-elle confirmé. Elle m'a tourné le téléphone. C'était un message court et codé, mais la dernière ligne était claire, correspondance négative. Intégrité du fichier compromise. Le fichier source est une numérisation et un traçage haute résolution. La cartographie de la pression et le séquençage des traits ne correspondent pas à 100% aux exemplaires vérifiés par l'État. Le système a automatiquement signalé le compte Subrit. Alerte rouge. Il s'agit d'un crime de catégorie B, une alerte rouge, ai-je soufflé. Il l'a fait. Il l'a fait. Eleanor a dit, le gel des avoirs est maintenant hermétique. Toute tentative d'accès à ce fonds par quiconque déclenchera une enquête fédérale immédiate. Ils sont piégés. Ils ne le savent tout simplement pas encore. Je me suis dirigé vers le mur de verre, 48 étages plus bas. La ville bougeait comme une machine. J'ai eu l'impression, pour la première fois de ma vie, d'être aux commandes. Ils arrivent à 1h, ai-je dit, en me retournant vers Eleanor. Walter voulait cet endroit comme centre de commandement. Est-ce sécurisé? Un mince sourire a effleuré les lèvres d'Eleanor. M. Kingsley a réservé cette suite par l'intermédiaire de la sécurité de l'entreprise de l'hôtel, et non de la réception. Le forfait, invité de WK, comprend des protocoles de confidentialité améliorés. L'hôtel est conscient que nous menons une affaire juridique familiale délicate.
Elle a tapé du doigt sur le bord de la table à manger en verre. La suite est sécurisée. Tous les angles, la vidéo, l'audio de qualité diffusion, tout est admissible. Walter ne m'avait pas seulement réservé une chambre, il leur avait réservé une salle d'audience. Ils vont entrer ici, ai-je dit, en pensant à voix haute, s'attendant à me voir, la pauvre parente, faire semblant dans la chambre d'un homme riche. Ils penseront qu'ils peuvent m'intimider. Ils penseront que je suis stupide. Et vous les laisserez faire, a dit Eleanor. Vous serez l'hôtesse aimable. Ils parleront, ai-je dit. Dax voudra se vanter. Mara voudra ricaner. Loretta voudra enquêter pour savoir ce que je sais, ce que Walter fait. Laissez-les faire, a dit Eleanor. Ils entrent dans une déposition qu'ils ne savent pas qu'ils donnent. J'ai pris le téléphone pour le service aux chambres. Ce n'était pas une véritable fête de l'Action de grâce. Ce n'était pas une célébration. C'était un interrogatoire. Service aux chambres? Oui. Je voudrais commander le déjeuner pour la suite Pentouse. Juste quelques sandwichs simples, à la dinde, au roast beef, et 4 bouteilles d'eau. Eau plate. Non, pas d'alcool. J'ai raccroché. J'ai regardé la vaste, vide, belle pièce. Mara et Dax avaient des enfants, tous les deux de moins de 10 ans. J'ai ressenti un soudain et vif soulagement qu'ils ne soient pas ici, qu'ils ne fassent pas partie de ça. Il ne s'agissait pas d'eux. C'était eux que Walter et moi protégions, protégeant leur héritage de la cupidité de leurs propres parents. Le fonds de bienfaisance Kingsley était destiné à assurer l'avenir de toute la famille, et non à financer les achats impulsifs de Dax. Il s'agissait d'une opération propre, chirurgicale, sans dommages collatéraux, sans enfants. Je mettrais la table. Je serais la bonne nièce, et je les laisserais, de leurs propres voix arrogantes et négligentes, nous remettre la dernière pièce de preuve dont nous avions besoin. Je me tenais près de la fenêtre en regardant un navire, un vrai navire de travail, pas un yacht, entrer dans le port. Mon téléphone a vibré une dernière fois, un message privé de Walter. Il ne contenait que 3 mots, tu n'es pas seul. À 13 heures tapantes, la sonnette a retenti. Ce n'était pas un bourdonnement ou une cloche. C'était un son doux et aigu qui semblait flotter dans l'air ensoleillé. Eleanor était assise à l'extrémité de la table en verre, son ordinateur portable fermé, ses mains jointes. Elle ressemblait à une amie très sérieuse et très bien habillée, qui était juste là pour un déjeuner tranquille. J'avais mis les assiettes, la simple porcelaine blanche de l'hôtel. Les sandwichs étaient sur un plateau, coupés avec précision. Les bouteilles d'eau étaient alignées comme des soldats. J'avais mis une station de musique classique douce, le volume si bas que ce n'était qu'une couche de vernis sur le silence. Les caméras cachées dans les détecteurs de fumée et l'arrangement floral tournaient. J'ai ouvert la porte. Il se tenait là pendant une seconde, encadré dans le couloir. Loretta au centre portait un tailleur en cachemire couleur crème, son visage arrangé dans un masque d'attention aimante. Mara était à côté d'elle, le téléphone déjà à la main, les yeux grands ouverts. Dax était derrière eux, son polo serré, son visage rougeoyant d'un mélange de suspicion et d'admiration. Ils ne m'ont pas regardé. Ils ont regardé au-delà de moi. Ils ont regardé le mur de verre de 6 mètres. Ils ont regardé le piano à queue. Ils ont regardé l'escalier flottant. Ils ont regardé la vue qui s'étendait du port étincelant à la ligne bleue foncée de l'Atlantique. Oh là là, a soufflé Loretta, en appuyant une main sur sa poitrine. Elle est entrée, et sa performance a commencé. Allison, ma chérie, c'est juste trop. Ton grand-père ne devrait pas dépenser son argent de cette façon. Oh, je suis si inquiète pour lui. Dax a juste sifflé. Un son bas et impressionné. Sacrée chambre, Ali. Sacrée chambre. Mara était déjà en train de filmer. Elle tenait le téléphone levé, faisant un panoramique en un arc lent et spectaculaire, capturant la vue, le piano, le plafond. Son visage était figé dans une moue de richesse décontractée. Fête de l'Action de grâce, style Pentouse, a-t-elle raconté à son écran, sa voix un murmure haletant. Juste une petite réunion décontractée. La vue est folle, les gars. Elle était en train de marquer son expérience, de la revendiquer, d'absorber son prestige par proximité. Elle ne m'a pas filmé. Elle n'a pas filmé Eleanor. Nous n'étions que des détails de fond dans son histoire. Je vous en prie, ai-je dit, en désignant la table. Asseyez-vous.
C'est votre ami, a demandé Loretta, ses yeux se tournant vers Eleanor. L'évaluation a été instantanée et méprisante. Eleanor n'avait pas l'air d'appartenir à leur monde de luxe doux et inutile. Elle avait l'air de travailler. Voici Eleanor, ai-je dit. C'est une collègue. Elle était en ville, alors je lui ai demandé de se joindre à nous. Comme c'est gentil, a dit Loretta, les mots étant vides de sens. Ils se sont tous assis. Dax a immédiatement pris un sandwich, ses yeux continuant à scruter la pièce, calculant le prix de la nuitée. Mara tapait furieusement, sans doute en train de publier son histoire avant que la magie du moment ne s'estompe. Alors, a commencé Loretta, en joignant ses mains sur la table. Elle rayonnait d'une fausse inquiétude. Allison, ma chérie, je suis contente que nous ayons ce moment. Eh bien, nous étions tous si bouleversés quand vous avez disparu. Cette photo que vous avez envoyée. Elle était si hostile. C'était une photo de moisissure. Loretta, ai-je dit, en lui versant un verre d'eau. C'était une photo d'un sous-sol, a-t-elle corrigé, sa voix étant sirupeuse. Dans une vieille maison, vous savez, nous essayons tous de faire avec, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de votre grand-père. Je me suis adossé. J'ai rencontré les yeux d'Eleanor pendant une fraction de seconde. Elle était parfaitement immobile. Nous sommes inquiets, Allison, a continué Loretta, sa voix baissant sur un ton confidentiel et sombre. Profondément inquiets. Vous savez, nous l'aimons. Il est juste. Il n'est pas lui-même. Il devient si confus. Il a des illusions. C'était ça. Le scénario. Celui que j'avais entendu à travers le conduit d'aération. Celui qu'ils avaient répété. Des illusions, ai-je demandé, ma voix étant neutre. Il pense que les gens en veulent à son argent, a-t-elle dit, en se penchant. Il est paranoïaque. Il oublie des choses. Il délire, ma chérie. C'est le seul mot pour ça, et c'est pourquoi nous avons dû intervenir. Dax, la bouche pleine de roast beef, a hoché la tête avec emphase. C'est pour son propre bien, Ali. Il a besoin d'être protégé de lui-même. Et c'est pourquoi, a dit Loretta, en posant sa main sur mon bras, nous nous occupons de ses affaires, la procuration. C'est juste une formalité. C'est juste pour que nous puissions nous assurer que ses factures sont payées, qu'il est pris en charge, que son héritage est protégé. Son héritage, ai-je répété. Le mot avait le goût de cendre. Exactement, a tonné Dax, en avalant. Il s'échauffait sur le sujet. Il se sentait en sécurité. Il était dans un pantouse. Il était avec sa famille et une amie négligeable. Il était parmi des inférieurs. C'est pourquoi nous devons faire ce transfert avant lundi. La pièce s'est complètement immobilisée. La douce musique classique a semblé gonfler. J'ai vu la main de Loretta, celle sur mon bras, se serrer. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Elle a jeté à Dax un regard de pure fureur absolue. Il venait de sortir du scénario. Eleanor, qui avait regardé son verre d'eau, a levé les yeux. Son expression était de légère et polie confusion. Je suis désolé, a-t-elle dit, sa voix étant douce. Un transfert? J'ai du mal à entendre. On dirait que vous parlez d'une affaire commerciale. Dax, réalisant qu'il avait dérapé, a essayé de se rattraper. Il a agité la main, avec désinvolture. Oh, c'est juste une affaire de famille, des papiers, vous savez. Mara, cependant, n'a vu aucun danger. Elle était toujours grisée par le pantouse et son triomphe sur les médias sociaux. Elle a roulé des yeux, agacée par la question d'Eleanor. C'est le fonds Kingsley, et évidemment, a-t-elle dit comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Grand-père ne peut plus le gérer, alors nous le transférons à Sebrit. C'est juste. C'est ce qu'il y a de mieux. L'aveu planait dans l'air. C'est le fonds Kingsley. Nous le transférons à Sebrit. La vidéo tournait. L'audio était d'une clarté cristalline. Dong, dong. La douce sonnerie aiguë de la sonnette. Personne n'a bougé. Ils me regardaient tous, confus. Les invités du déjeuner étaient arrivés. Excusez-moi, ai-je dit. Je me suis levé. Je me suis dirigé vers la porte. Mon cœur ne battait pas fort. Il était stable. C'était un métronome.
Goutte, goutte, goutte. J'ai ouvert la porte. Walter Kingsley se tenait dans le couloir. Il n'était pas fragile. Il n'était pas confus. Il portait un simple costume gris anthracite parfaitement coupé, une chemise blanche et une cravate bleu foncé. Sa posture était parfaite. Il avait 85 ans, et il avait l'air de pouvoir encore commander un chantier naval. Il tenait un simple et élégant stylo plume dans la poche de sa poitrine. Il m'a regardé. Allison, grand-père, ai-je dit, en m'écartant. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Il est entré dans la pièce, l'effet était chimique. C'était comme si la température dans la suite avait baissé de 30 degrés. Le téléphone de Mara, qu'elle venait de lever pour filmer le nouveau venu, s'est écrasé sur la table en verre. Dax, qui était adossé à sa chaise, s'est redressé si vite qu'il a failli s'étouffer. Le visage de Loretta s'est vidé de toute couleur. Le masque de l'inquiétude ne s'est pas seulement dérobé. Il s'est brisé. Ce qui restait était brut, laid et terrifié. Walter, a-t-elle haleté. Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous arrivé ici? Walter ne l'a pas regardé. Il a regardé Dax. Il a regardé Mara. Son regard était froid et scrutateur. Il s'est dirigé vers la tête de la table, le siège qu'ils avaient tous laissé vide, et s'est tenu là. J'ai été invité, a-t-il dit, sa voix étant la même que celle que j'avais entendue sur le message vocal, claire, mesurée, autoritaire, bien que j'avoue être surpris par la liste des invités. Il a tourné les yeux vers Loretta. Elle avait l'air petite, ratatinée, son tailleur en cachemire ressemblant soudainement à un costume. Loretta, a-t-il dit, sa voix étant basse, mais elle a traversé la pièce, vous veniez de dire à Allison que j'avais des illusions, que j'étais, quel était le mot, puis-je demander? Silence. Un silence écrasant absolu. Le seul bruit était le léger clic du téléphone de Mara lorsque l'écran s'est verrouillé sur la table. Les yeux de Loretta ont sauté de Walter à moi et Eleanor. Elle était piégée. Elle était acculée. Et comme tout animal acculé, elle a essayé de changer l'attaque. Elle a éclaté en sanglots. C'était un pivot théâtral complet. Son visage s'est effondré. Ses épaules ont tremblé. Oh, Walter, a-t-elle sangloté, en se levant de sa chaise. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas. Je veux juste prendre soin de vous. J'ai été si inquiète. Je fais tout ça pour vous, pour la famille. Elle a tendu la main vers lui, les mains tendues, dégoulinant de faux diamants et de larmes plus fausses encore. Walter n'a pas bougé. Il n'a pas bronché. Il s'est contenté de la regarder. J'ai fouillé dans mon sac, que j'avais laissé près de ma chaise. J'ai sorti une seule feuille de papier pliée. J'ai marché vers la table, j'ai dépassé Loretta en sanglots, et je l'ai posée sur le verre devant elle. C'était la photo de la facture. Alors peut-être pouvez-vous expliquer ça, ai-je dit. Ma voix était aussi basse que celle de Walter. Loretta a cessé de pleurer. Sa respiration s'est coupée. Elle a regardé le papier, les mots, l'écro notary service. À l'heure du rendez-vous, lundi, 10 heures. Dax l'a regardé, son visage pâle et luisant de sueur. Mara l'a regardé, son esprit, enfin, avec lenteur, rassemblant les pièces. Walter a fouillé dans sa poche. Il a sorti le lourd stylo plume. Il a cliqué sur le capuchon, un petit clic satisfaisant. Il l'a posé sur la table, la plume pointant directement vers Dax. Le microphone à l'intérieur était en direct, enregistrant chaque respiration paniquée, chaque bégaiement. Oui, Loretta, a dit Walter, sa voix étant dangereusement douce. Veuillez expliquer les papiers. L'air dans le pantouse était tendu. Les faux sanglots de Loretta se sont pris dans sa gorge, s'étaient figés. Ses mains sont restées tendues vers Walter. Dax était une statue de sueur rance et de panique. Les yeux de Mara étaient fixés sur la facture du notaire. Le simple imprimé noir et blanc ressemblait maintenant à un arrêt de mort. Le stylo plume de Walter, celui de sa poche de poitrine, était posé sur la table en verre. Sa plume pointait directement vers eux. Le microphone à l'intérieur buvait le silence. Le silence a été brisé par la douce sonnerie aiguë de la sonnette. Dong, dong. Loretta a tressailli comme si un coup de feu avait été tiré. La tête de Dax a donné un coup vers la porte. Je vais aller ouvrir, ai-je dit,
ma voix étant calme. J'attends un invité de plus. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Avery Knox se tenait là, ayant exactement l'air que j'avais espéré qu'il ait. Il n'était pas à sa place. Il portait un blazer en tweed usé, un jean, et tenait un gobelet de café en papier froissé. Il ressemblait à un universitaire harcelé, pas à un examinateur judiciaire d'État. Allison, a-t-il dit, en me donnant une accolade rapide et maladroite. Désolé d'être en retard. La circulation sur le pont était un cauchemar. Ai-je manqué le déjeuner? Avery, timing parfait, ai-je dit, en le faisant entrer. Tout le monde, voici mon vieil ami Avery Knox. Avery, voici ma famille. Ma tante, Loretta, mes cousins, Mara et Dax. Personne n'a dit bonjour. Il regardait cette nouvelle variable inconnue. Et, tout le monde, a dit Avery, en faisant un petit signe nerveux. Il s'est tourné vers moi. Alors, j'ai apporté cette chose que vous m'avez demandé de regarder, ce document hypothétique. Il a fouillé dans sa veste en tweed et a sorti un document officiel plié agrafé à un dossier manille. Oh, bien, ai-je dit. Eleanor, c'est pour vous. Avery, jouant parfaitement son rôle, a remis le dossier non pas à moi, mais à l'avocate. Vous devez être l'avocate dont Allison a parlé. C'est probablement plus pour vos dossiers. C'est l'analyse comparative. C'est assez clair. Qu'est-ce que c'est, a claqué Dax, sa voix étant trop aiguë. Qui diable est-ce? Et Eleanor Pike n'a pas répondu. Elle avait déplié le document, ses yeux scannant la page, son expression cliniquement neutre. Merci, monsieur Knox. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Elle a levé les yeux, son regard se posant sur Dax. Monsieur Knox travaille au bureau de vérification des signatures de l'État. Il vient de fournir un rapport certifié. Elle a tourné le document pour que tous puissent le voir. Même de l'autre côté de la table, l'encre rouge était visible. La signature électronique utilisée pour ouvrir le compte de fiducie Subrit, a dit Eleanor, sa voix traversant la pièce, celle déposée au nom de Walter Kingsley, a été officiellement signalée. Il s'agit d'une inadéquation à 100% avec les signatures légales vérifiées par l'État de monsieur Kingsley. Le rapport confirme qu'il s'agit, et je cite, d'une numérisation et d'un traçage haute résolution, un crime de catégorie B. Je crois que le système a déjà placé une alerte rouge sur le compte. Le visage de Dax, qui avait été pâle, est devenu d'un blanc verdâtre cireux. Ce n'est pas possible, a balbutié Loretta, ses yeux sautant entre Walter et le rapport. C'est un mensonge, Walter. Walter voulait que je l'aide. Il m'a donné la permission. Il est confus. Il ne se souvient pas, est-ce ce qu'il voulait, Loretta, a demandé Eleanor Pike, sa voix étant dangereusement douce. Elle a ouvert son ordinateur portable, celui qui était resté inactif sur la table. Elle l'a fait pivoter pour qu'il leur fasse face. L'écran était noir, ne montrant qu'une seule icône de fichier, preuve sous-sol.mp3. Vous semblez très au clair sur son état mental, a dit Eleanor. Voyons à quel point vous êtes au clair sur le vôtre. Elle a appuyé sur la barre d'espacement. Le son qui a rempli le pantouse de plusieurs millions de dollars n'était pas de la musique classique. C'était le son de ma prison. Le bruit sourd et creux du chauffe-eau. Le goutte-à-goutte incessant du tuyau, puis la voix de Dax capturée dans un audio parfait en haute fidélité résonnant avec une arrogance éméchée, c'est absolument infaillible. Loretta, je vous l'ai dit, Graham a les documents de procuration prêts pour lundi. Une fois que Walter aura signé, c'est fait. Qu'est-ce que c'est, a chuchoté Mara, sa main volant vers sa bouche. Qu'est-ce qui goûte? La voix de Loretta, aiguë et conspiratrice, êtes-vous sûr qu'il signera, Dax? Dax, riant, il signera. Vous le préparez depuis des mois, en lui disant qu'il perd la tête. Il vous fait confiance. Il pense que vous êtes la seule à veiller sur lui. Il signera juste pour vous faire taire. Et dès qu'il le fera, la fiducie Subrit sera activée, sous votre contrôle. J'ai regardé le visage de Loretta. Elle ne respirait pas. Elle regardait l'ordinateur portable comme si c'était une bombe. L'enregistrement a continué. La dernière pièce de preuve fatale. La voix de Dax, grisée par le score, nous parlons d'1 milliard, Loretta. Facile. 1 milliard. La première chose que je vais faire, c'est acheter un yacht. Un vrai.
Et Lélanard a appuyé à nouveau sur la barre d'espacement. Le son s'est coupé. Le silence qui a inondé la pièce était absolu. Il était suffocant. Le goutte à goutte du tuyau semblait résonner dans le vaste espace vide, un fantôme de leur culpabilité. Dax avait l'air qu'il allait être malade. Mara regardait son mari. Son expression n'était pas de colère, mais de pure incrédulité horrifiée. Il n'était pas le brillant négociateur. Il était juste un homme bruyant, stupide et cupide. La tête de Loretta a pivoté lentement jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les miens. Les larmes de parade, la fausse inquiétude, le doux masque en cachemire, tout a brûlé. Son visage à cet instant était quelque chose que je n'avais jamais vu. C'était de la haine pure et sans mélange. Toi, a-t-elle sifflé. Le mot était un rasoir. Elle s'est jetée. Pas sur moi, pas sur Walter. Elle s'est jetée sur la table vers l'ordinateur portable, ses doigts écartés comme des griffes, son visage un masque de rage primaire. Tu m'as espionné. Et Lélanard a refermé l'ordinateur portable une fraction de seconde avant que les ongles de Loretta ne touchent le boîtier. Vous êtes une traîtresse, a hurlé Loretta, le son déchirant sa gorge, brute et laid. Vous êtes une ingrate, petite sournoise. Nous vous avons accueilli. Ma sœur est morte, et nous vous avons accueilli. Nous vous avons donné un foyer, et vous vous cachez dans le noir. Vous vous cachez dans nos murs, et vous nous espionnez. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas bronché. Je me suis contenté de rester là et de laisser ces mots, ces vrais mots, me frapper. La voix de Walter a traversé son cri. Elle n'était pas forte, mais elle était définitive. Elle ne s'est pas cachée, Loretta, a-t-il dit. Vous l'avez mise là. Il a fait une pause, laissant les mots atterrir. Ce n'est pas elle la traîtresse. Vous ne l'avez pas démasquée, elle. Vous vous êtes démasqué vous-même. C'est le coup qui a brisé Dax. Toute la construction de sa vie, les primes, le bateau, le style de vie VIP, était en train de se vaporiser. Je ne suis pas. Je dois passer un appel, a-t-il bafouillé, en repoussant sa chaise avec un grincement. Le pied de la chaise s'est pris, et le lourd meuble a basculé, s'écrasant sur le parquet. Il s'est précipité vers la porte. Il n'a pas fait 3 pas. La porte de la suite, celle que j'avais ouverte, était maintenant bloquée par 2 hommes. Ils étaient grands, portant les costumes noirs impeccables de la sécurité exécutive du Riverview, mais ils se tenaient avec l'immobilité enracinée de policiers en civil. Monsieur Voss, a dit le plus grand. Sa voix était profonde et polie. Nous avons reçu l'instruction de la direction de l'hôtel de veiller à ce que cette réunion se termine sans interruption. Veuillez retourner à votre siège. Dax s'est figé, sa main à mi-chemin vers la poignée de porte. Il a regardé des gardes de sécurité à Walter et Eleanor. Il était piégé. Il a lentement, mécaniquement redressé sa chaise et s'est assis. Et Eleanor Pike s'est levée. Elle n'était plus l'amie tranquille. Elle était la seule dans la pièce avec un quelconque pouvoir. Veuillez rester assis, a-t-elle dit, sa voix étant vive et formelle. Nous avons quelques points finaux à l'ordre du jour. Tout d'abord, à compter de 8 heures ce matin, j'ai déposé une requête d'urgence auprès du tribunal de l'État. Un juge a signé une ordonnance d'interdiction temporaire et un gel immédiat complet des avoirs sur tous les comptes associés à la fiducie Sebrit. Le juge a également gelé tous les comptes personnels et professionnels appartenant à Loretta Voss, Dax et Mara. Vos signatures ne valent rien. Votre accès est disparu. Toute tentative de déplacer ne serait-ce qu'un seul dollar entraînera une accusation immédiate d'outrage et une arrestation sous garde. Vous ne pouvez pas, a gémi Mara. La réalité traversait enfin son voile de médias sociaux. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre argent. C'est l'argent de la famille. Non, Mara, a dit Walter. Il a fait le tour de la table et est venu se tenir à côté de moi. Il a posé sa main sur mon épaule. C'était un geste simple et solide, un transfert de pouvoir. Ce n'est pas le cas. C'est la fiducie de bienfaisance Kingsley, et elle était destinée à ce que la famille fasse du bon travail, à construire des choses utiles pour des générations. Vous 3 l'avez vu comme un billet de loterie gagnant. Vous l'avez vu comme un yacht. Son regard les a balayés, ses yeux remplis non pas de rage, mais d'une profonde et lassante déception, c'est pourquoi, a-t-il continué, avec effet immédiat. Je suis en train d'activer la clause de succession de la fiducie. Je démissionne de mon poste d'administrateur.
Le conseil d'administration a été notifié ce matin. Alison Barnes est la nouvelle administratrice unique et fiduciaire de la fiducie Kingsley et de tous ses actifs. C'était le vrai coup dur. Pas la police, pas le gel des avoirs. Que le visage de Mara s'effondre. C'était la véritable humiliation finale, la résidente du sous-sol, la pauvre parente, la petite employée d'organisme sans but lucratif, moi. Je contrôlais désormais tout. Non, hurla-t-elle, se levant d'un bond. Le son était aigu et mince. Non, vous ne pouvez pas. Vous l'avez toujours aimé plus. Vous l'avez toujours préféré. Elle vous a empoisonné. Elle vous a trompé. Elle a menti. Elle n'a pas eu à le faire, dit Walter, sa voix plate. J'ai choisi la personne qui construit des logements abordables, pas celle qui rêve de bateaux de luxe. J'ai choisi la personne qui comprend à quoi sert l'argent. J'ai choisi la personne qui, enfermée dans un sous-sol froid et humide, ne panique pas, mais écoute. Je choisis les personnes qui respectent les limites. Mara, tu ne sais même pas ce qu'elle signifie. C'était fini. Le grand et violent braquage qu'ils avaient prévu était terminé. Eleanor Pike, le visage impassible, prit son téléphone portable personnel. Elle appuya sur un seul numéro de sa liste de favoris. Ici Pike, dit-elle, sa voix tout à fait professionnelle. La réunion est terminée. Les aveux ont été enregistrés. Les sujets sont en sécurité et coopératifs. Vous pouvez envoyer l'équipe. Elle n'appelait pas le 911. Elle appelait le bureau du procureur du district, l'unité des crimes économiques qui était déjà dans le bâtiment, en attente. Je reculai d'un demi-pas, m'éloignant de la table. Mon rôle était terminé. Je n'étais pas l'exécutrice. Je n'étais pas le juge. J'étais le chef de projet. Et cette phase du projet était achevée. Le système juridique pouvait se charger de la démolition. Je les observais. Les 3 personnes qui, il y a moins de 24 heures, m'avaient rejeté comme un déchet humain. Elles ne criaient pas. Elles ne pleuraient pas. Elles étaient juste brisées. Loretta s'était effondrée sur sa chaise. Elle fixait ses mains, le visage flasque, le maquillage coulant, laissant des traînées pâles et sales sur ses joues. Dax était assis parfaitement immobile, la mâchoire serrée, un muscle tressaillant dans sa joue. Il fixait le mur, voyant, j'imaginais, l'intérieur d'une cellule de prison. Et Mara. Elle était toujours debout, son téléphone sur la table, son visage un masque d'incrédulité vide. L'histoire sensationnelle de la fête de l'Action de grâce qu'elle avait filmée n'était pas celle qu'elle obtenait. Les caméras cachées dans le Pentouse tournaient toujours. Elles ont capturé chaque seconde de l'effondrement silencieux, indigne et absolu de la famille Vossart. Le silence dans le Pentouse après leur départ était plus lourd que le bruit ne l'avait été. Ce n'était pas une arrestation chaotique. Il n'y avait pas de sirène, pas d'uniforme, pas d'humiliation publique. Les hommes qui attendaient à la porte n'étaient pas des agents de sécurité de l'hôtel. C'étaient des détectives en civil de l'unité des crimes économiques du bureau du procureur du district. Ils avaient escorté Loretta, Dax et Mara, ainsi que leur téléphone, qui avait été demandé poliment mais fermement, dans un ascenseur de service privé jusqu'à une salle de conférence au 3e étage pour un interrogatoire préliminaire. Eleanor Pike ferma la porte. Le lourd clic de la serrure résonna dans la vaste pièce. La seule preuve de la confrontation était la chaise renversée gisant sur le côté comme une victime, et le téléphone abandonné de Mara, qui s'était allumé puis éteint sur la table en verre. Avery Knox, son rôle d'ami confus étant terminé, avait déjà fait sa déclaration au détective et était parti discrètement. Eleanor s'assit. Elle regarda son ordinateur portable, son visage impassible. Le bureau du procureur du district, dit-elle, comme si elle dictait une note de service, ouvre une enquête formelle sur le complot visant à commettre une fraude électronique, l'utilisation frauduleuse d'une signature électronique et le complot visant à frauder une fiducie caritative. Votre fichier audio, combiné au rapport de M. Knox, leur a donné une cause probable suffisante pour agir immédiatement. Walter n'avait pas bougé. Il se tenait à la tête de la table, sa main posée sur le dossier de la chaise. Il regarda les sandwichs à moitié mangés. Ils seront libérés ce soir, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui, dit Eleanor. Ils seront inculpés, probablement demain matin, mais ils seront libérés sur parole. Il s'agit d'un crime en col blanc, pas d'un crime violent. Le risque de fuite est faible, d'autant plus que j'ai déjà gelé tous leurs avoirs.
Ils ne peuvent pas acheter un billet de bus pour quitter la ville en ce moment. Le directeur de l'hôtel a appelé le téléphone d'Eleanor, pas le mien. Sa voix était polie, aseptisée et profondément inquiète. Il s'est excusé pour la dynamique familiale malheureuse et voulait savoir si la fête de Monsieur Kingsley avait besoin d'autre chose. La discrétion de l'hôtel était absolue. Pour ce qui est du Riverview Summit, un déjeuner familial tranquille avait eu lieu, rien de plus. Quand Eleanor eut terminé, Walter me regarda. Le contrôle de fer qu'il avait maintenu avait disparu, remplacé par une fatigue profonde et intense qui se fixait dans les rides autour de ses yeux. Il ressemblait, pour la première fois, à un homme de 85 ans. « Allison, dit-il, sa voix calme, ayons une véritable fête de l'Action de grâce. » Il décrocha le téléphone de l'hôtel. Il ne commanda pas de sandwich. Il commanda une petite dinde rôtie, des légumes racines et une bouteille de Cabernet Sauvignon, un repas privé, sans fanfare, sans étranger, sans prétention. Nous nous sommes assis sur le canapé, pas à la table d'interrogation en verre. Le soleil se couchait et les lumières de la ville commencèrent à scintiller, 48 étages plus bas. Nous avons mangé tranquillement, la nourriture simple et chaude. Vous saviez, dis-je après un long silence. Vous saviez qu'ils étaient comme ça. Walter fit tourner le vin dans son verre. Je soupçonnais, dit-il, c'est pourquoi je suis devenu pauvre. C'était le test le plus efficace que j'ai jamais conçu. J'ai vendu les chantiers navals il y a des décennies. Allison, l'argent est resté là, à fructifier, géré par des personnes bien plus intelligentes que moi. Mais pour la famille, j'étais Walter, le vieil homme vivant avec un revenu fixe dans un établissement de soins pour personnes âgées. Loretta était si gentille, offrant de m'aider à payer mes factures. Elle n'a jamais su que c'était moi qui payais pour elle. Il laissa échapper une longue inspiration. La cupidité est une simple enzyme. Elle est inerte jusqu'à ce qu'elle détecte une faiblesse. Ma pauvreté était la faiblesse. J'ai regardé comment il te traitait. Allison, tu étais le groupe témoin. Tu étais la pauvre parente, tout comme moi. Et tu n'as jamais demandé un centime. Tu as construit ta propre vie. Tu as construit des choses qui comptent. Eux. Ils ont juste vu deux vieilles personnes inutiles se tenant entre eux et un yacht. La brutalité de la chose, le froid calcul, me serra l'estomac. Mais c'est votre famille. Elle était la sœur de ma mère. Ce sont vos petits-enfants. Je devais demander. La victoire me semblait creuse, froide. N'êtes-vous pas triste? Walter regarda par la fenêtre le vaste port sombre. Je suis triste, dit-il, sa voix à peine un murmure. Mais je ne suis pas aveugle. La tristesse est un sentiment. Allison, la cécité est un choix. Je serais plus triste si je les avais laissés réussir. Je serais plus triste s'ils avaient pris l'héritage que ta grand-mère et moi avons construit et l'avaient déversé dans l'océan, tout cela parce que j'étais trop sentimental pour voir la vérité. Il se retourna vers moi. Je suis triste d'avoir eu raison. Les retombées ont commencé le lendemain, le jour de la fête de l'Action de grâce. Eleanor m'a appelé le matin. Loretta essaie de riposter, comme prévu. Comment? Elle a embauché Graham, le consultant. Il a déposé une requête d'urgence pour débloquer ses actifs, invoquant la contrainte, la coercition et l'enregistrement illégal. Il essaie de faire rejeter l'audio du sous-sol. Le peut-il? Non, dit Eleanor, et je pouvais entendre le mince sourire dans sa voix. Il argumentait en partant du principe que tu étais la seule à les avoir enregistrés. Il n'avait aucune idée de l'autre enregistrement. Le stylo-plume, dis-je. Le stylo-plume, confirma TL. Celui que Walter portait, qui a enregistré chaque mot prononcé dans le pantouse. Ce n'était pas une violation de la loi sur le consentement des deux parties. C'était Monsieur Kingsley dans une réunion privée enregistrant une conversation à laquelle il participait. C'est 100% admissible. J'ai envoyé la transcription au bureau de Graham il y a 1 heure. Il a retiré sa requête. La deuxième vague de conséquences n'était pas juridique. Elle était sociale. Je me suis connecté à mes médias sociaux, une curiosité morbide m'attirant. Mara avait déjà publié. C'était un selfie en noir et blanc, ses yeux artistiquement floutés par les larmes. La légende était un chef-d'œuvre d'apitoiement narcissique. Toute ma vie a été bouleversée par des gens que je pensais être de ma famille. J'ai le cœur brisé. On ne sait jamais à qui on peut vraiment faire confiance.
Parfois, les personnes que vous aimez le plus sont celles qui vous poignardent dans le dos. La publication avait des centaines de mentions j'aime, des commentaires de sympathie, reste forte, ma chérie, nous sommes là pour toi, terrible. Mais ensuite, j'ai fait défiler vers le bas. La marée se retournait. L'histoire qu'elle avait publiée hier, celle qu'elle avait filmée avec une telle joie, était toujours active sur son profil. Le premier commentaire était tranchant, attendez, est-ce la même famille avec laquelle vous étiez dans le Penthouse du Riverview hier? Cela ne ressemblait pas à un coup de poignard. Un autre, trahi? Hier, vous postiez des vidéos d'un piano à queue. Je suis confus. Et un troisième, j'ai vu cette histoire. Vous sembliez plutôt heureuse de votre trahison. Que s'est-il passé? Ils sont tombés à court de champagne? Son propre mensonge organisé, son besoin désespéré de se montrer, était devenu sa propre réfutation. Elle avait documenté sa propre cupidité. Elle ne pouvait pas être la victime dans le Penthouse. Le dernier appel d'Eleanor est arrivé juste au moment où Walter et moi terminions notre petit déjeuner. Dax a été licencié, dit-elle. Quoi? Son cabinet, la société d'investissement pour laquelle il travaille. Ils ont publié une déclaration à leurs partenaires internes ce matin, un employé qu'ils n'ont pas nommé a été licencié avec effet immédiat pour violation flagrante du code d'éthique et de conduite de l'entreprise. Le bureau du procureur du district a envoyé un avis de courtoisie au service juridique de son cabinet la nuit dernière, les informant que leur employé faisait l'objet d'une enquête majeure pour fraude. Ils n'ont pas attendu. Ils l'ont laissé tomber avant même que les marchés n'ouvrent vendredi. La prime de Dax, les 6 chiffres, le yacht, tout était parti. Le silence dans la pièce était absolu. C'était un coup de balai propre. Walter, dis-je en me tournant vers lui. Les enfants de Mara, ils ont 10 et 8 ans. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je sais, dit-il, le visage sombre. En tant que premier acte en tant que fiduciaire, dis-je, ma voix se durcissant, je veux qu'Eleanor établisse une nouvelle fiducie éducative distincte et protégée. Utilisez les fonds Kingsley. Elle doit être pour eux, et eux seuls. Leurs parents ne peuvent pas y toucher. Les créanciers de leurs parents ne peuvent pas y toucher. Elle doit être gérée par un tiers indépendant. Ils ne souffriront pas de cela. Ce n'est pas le but. Walter hocha la tête, un regard de profond soulagement sur son visage. C'est la bonne décision, Allison. C'est précisément la bonne décision. Eleanor, qui était toujours en ligne, acquiesça. Je vais rédiger les documents aujourd'hui. C'est une sage précaution. Elle fit une pause. Et sur ce point, j'ai une autre précaution pour vous. Laquelle? Loretta, Dax, Mara, ils ne sont pas seulement en colère. Vous leur avez enlevé leur argent, leur statut et leur avenir. Ils sont désespérés et ils vont être humiliés quand cela deviendra public. Ils vont essayer de vous contacter. Ils vont vous harceler. Ils vont vous menacer. Je peux les gérer, dis-je. Vous ne devriez pas avoir à le faire, répondit Eleanor, sa voix ferme. Demain matin, vendredi, je dépose une demande d'ordonnance de protection temporaire en votre nom. Une ordonnance restrictive. Elle leur interdira légalement de vous contacter, votre lieu de travail ou Walter. C'est juste une limite, une vraie avec des conséquences. Je regardais Walter. Il hocha la tête. Une limite. La seule chose qu'ils n'ont jamais comprise. La seule chose qui leur a tout coûté. Faites-le, dis-je. C'était le matin de la fête de l'Action de grâce. Ou pas. Cependant, lundi, le rendez-vous chez les Notary Service, celui de la facture, avait été avancé. Eleanor, avec la pleine coopération du bureau du procureur du district, avait appelé le notaire, Monsieur Lake, et l'avait informé de la situation. Il était, pour le dire gentiment, horrifié. Il était également incroyablement coopératif. Il a accepté d'appeler Loretta, affirmant qu'un conflit d'horaire urgent avait libéré son matin de la fête de l'Action de grâce. Il lui a dit que si elle voulait que les documents soient signés avant le long week-end, cela devait être aujourd'hui, à 10 heures du matin. Cupidité 1, il ne pouvait pas attendre lundi. Il voulait la signature maintenant. Ainsi, à 9h45 le matin de la fête de l'Action de grâce, nous sommes arrivés. Les bureaux de l'Écro étaient stériles, silencieux et sentaient le café rassis et le nettoyant industriel pour moquette. Walter,
Eleanor et moi étions assis d'un côté d'une immense table de conférence en acajou poli. Averick Knox, ayant l'air encore plus froissé et académique que la veille, était assis à côté d'Eleanor, un sac d'ordinateur portable sécurisé à ses pieds. À 10 heures pile, la porte s'ouvrit. Loretta, Dax et Mara entrèrent. Ils étaient accompagnés de leur consultant, Graham. Ils avaient l'air terribles. Ils n'avaient clairement pas dormi. Les yeux de Mara étaient gonflés d'avoir pleuré. Le costume de Dax était froissé et son visage était d'un gris pâle et moite. Loretta fonctionnait avec une énergie nerveuse pure et frénétique, ses mains agrippant un épais portefeuille en cuir. Ils s'arrêtèrent net en nous voyant. Walter, souffla Loretta, le visage vidé de sa couleur. Quoi? Que faites-vous ici, Allison? Je suis ici pour mon rendez-vous, Loretta, dit Walter, sa voix calme. Comme vous, je présume. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ils hésitèrent, un troupeau de cerfs qui venait de sentir le chasseur, mais ils étaient piégés. Leur avocat, Graham, chuchota quelque chose à l'oreille de Loretta, et ils s'assirent lentement, raides, en face de nous. Monsieur Lake, le notaire, entra dans la pièce, son visage un masque de neutralité professionnelle. Bonjour, dit-il. Nous sommes ici aujourd'hui pour assister à la signature d'une procuration complète, transférant tous les pouvoirs financiers et médicaux de Monsieur Walter Kingsley à Madame Loretta Voss. C'est exact, dit Loretta, sa voix tremblante mais déterminée. Elle fit glisser l'épaisse pile de documents, la procuration qu'ils avaient rédigée, à travers la table. Walter, nous avons juste besoin que vous signiez ici et ici. Avant que nous le fassions, dit Eleanor Pike, sa voix coupant la tension, la porte derrière elle s'est ouverte. Les deux détectives en civil du bureau du procureur du district entrèrent, suivis d'une femme portant une machine à sténographie. Il s'agit maintenant d'une procédure formelle. Nous sommes sur procès-verbal. Qu'est-ce que c'est que ça, grogna Graham, se levant d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est du harcèlement. C'est une affaire de famille privée. Cela a cessé d'être une affaire de famille, dit le détective principal, lorsque vous avez déposé une signature électronique falsifiée auprès de la Subrit Trust. S'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur Graham. Graham s'assit. Averick Knox ouvrit son ordinateur portable et le connecta au grand moniteur sur le mur. Monsieur Lake, Madame Voss, je m'appelle Averick Knox. Je travaille au bureau de vérification des signatures de l'État. Nous avons été alertés d'une anomalie dans la signature de Monsieur Kingsley. Loretta commença à trembler. Il est confus. Il est vieux. Il ne signe pas de manière cohérente. C'est, dit Avery, faux. Il cliqua sur un bouton. Une image haute résolution de la signature du permis de conduire de Walter apparut. Ceci est l'exemplaire de l'état d'il y a 2 ans. Il cliqua à nouveau. Son passeport d'il y a 4 ans. Clique et ses déclarations fiscales précédentes. Une douzaine de signatures clignotèrent à l'écran, toutes identiques, fortes et claires. Et ceci, dit Avery, est la contrefaçon que vous avez déposée auprès de la banque. La signature de Trace Backley apparut. C'était un dessin animé à côté des vrais. C'est une non-concordance à 100%, un scan et une trace. Le récit selon lequel M. Kingsley est confus, ou la confusion est la base juridique de votre procuration, et ce récit est maintenant officiellement démystifié. Walter se pencha en avant. Il prit un stylo sur la table avec une main qui ne tremblait pas. Il signa son nom sur une feuille de papier vierge. La signature était parfaite, identique aux exemplaires. Il poussa le papier vers Loretta. Le détective s'avança. En plus de la contrefaçon, dit-elle, nous avons plusieurs enregistrements audio. Elle joua le premier, le stylo de Walter, le pantouse, la voix de Loretta, sanglotant, je veux juste prendre soin de toi. Je fais tout ça pour toi. Ma voix, calme et froide, alors peut-être pouvez-vous expliquer cela. Le son de la facture frappant la table. Le détective joua le deuxième fichier. Le sous-sol. La goutte. 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 La voix de Dax, tonitruante et ivre, 1 milliard, Loretta. Facile. 1 milliard. La première chose que je vais faire est d'acheter un yacht. Un vrai. Dax fit un son, un halètement bas et étranglé. Il se leva d'un bond, sa chaise raclant en arrière. Il pointa un doigt tremblant vers Graham. C'était lui, rugit-il.
C'était son idée. Il nous a dit que c'était une pratique courante. Il a appelé ça de la planification successorale agressive. Il nous a dit que Walter était confus. Il nous a facturé 50 000 $ pour guider le processus. Graham, qui était pâle, devint violet. Je vous ai conseillé sur les structures juridiques potentielles. Je ne vous ai pas dit de commettre des crimes. Mes honoraires de consultation n'incluaient pas la complicité de fraude. Espèce d'idiot. Vos honoraires, demanda le détective, se tournant vers Graham. Nous serions très intéressés à voir la facture de cette consultation. Vous nous accompagnerez au centre-ville. M. Lake, le notaire, se leva, le visage rigide de fureur professionnelle. L'Ecro Notary Service refuse par la présente d'être témoin de ces documents ou de tout autre document présenté par ces parties. Je dépose un rapport immédiat de tentative de fraude notariale, de complot et de coercition des personnes âgées. Cette réunion est terminée. Sortez de mon bureau. Tout s'est effondré en moins de 5 minutes. Dax a été menotté. Vous êtes en état d'arrestation pour complot visant à commettre une fraude électronique, dit le détective. Loretta et Mara n'ont pas été menottés, pas encore. Vous deux, dit le détective, vous viendrez avec nous. Vous serez traités et un juge déterminera les termes de votre surveillance judiciaire cet après-midi. Loretta a finalement craqué, la haine, la cupidité, l'arrogance. Tout s'est dissous, laissant un noyau pathétique et pleurant. Non, s'il vous plaît, supplia-t-elle, ne regardant pas la police, mais Walter. Walter, s'il vous plaît. C'est la fête de l'Action de grâce. C'est la famille. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons juste gérer ça en interne. S'il vous plaît, Walter, ne les laissez pas faire ça. Walter regarda sa belle-sœur. Son visage était un masque de tristesse froide et profonde. Tu avais le choix, Loretta, dit-il. À chaque étape, tu as choisi de mentir. Tu as choisi de voler. Tu as choisi d'enfermer ma petite fille dans un sous-sol. Tu as déjà fait ton choix. Tu as choisi ça. C'est en interne. Elles furent conduites dehors. La pièce était silencieuse. Eleanor Pike se tourna vers moi. Elle ouvrit sa propre mallette, la vraie. Elle sortit un lourd portefeuille relié en cuir et le plaça devant moi. À compter de ce matin, dit-elle, la mesure d'urgence du conseil d'administration a été ratifiée. Ce sont les documents de transfert finalisés et notariés. Vous êtes maintenant la seule administratrice active de la Kingsley Charitable Trust et de tous ses actifs, avec effet immédiat. Je posai ma main sur le dossier. Il était chaud. Walter se leva. Il s'approcha de moi. Il fouilla dans sa poche et posa quelque chose sur le dessus du portefeuille. Ce n'était pas un stylo. C'était une seule carte clé noire lestée. La maison de Loretta sera saisie dans le cadre de la récupération d'actifs pour rembourser l'État et les honoraires frauduleux de M. Graham, dit-il. Ils n'organiseront plus la fête de l'Action de grâce. Il tapota la carte clé. La clé du Penthouse. À partir de maintenant, dit-il, nous déplaçons la table de la fête de l'Action de grâce. Nous la déplaçons à l'étage 48. Je suis retourné au Penthouse. Le vent soufflait par la porte du balcon ouverte et l'air était froid et propre. J'ai trouvé un simple et élégant papier à en-tête de l'hôtel. J'ai pris le stylo plume de Walter. J'ai écrit 7 mots sur la carte, plus de sous-sol pour personne. Je me suis tenu sur ce balcon, 48 étages au-dessus du monde. J'ai regardé la ville, le port, les gens qui bougeaient en bas. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé un avocat. J'ai appelé Miguel, mon superviseur de chantier pour le projet de logements abordables l'Arc. Miguel, bonne fête de l'Action de grâce, dis-je. Oui, c'est ça. C'est une bien meilleure journée aujourd'hui. Écoute, je suis au Riverview Summit, dans le Penthouse, et j'ai commandé une quantité obscène de nourriture. Dinde, côte de bœuf, tout. Beaucoup trop pour 2 personnes. Je souriais, sentant le vent froid sur mon visage. Je veux que tu appelles l'équipe de placo, les électriciens, les plombiers, tous ceux qui ont travaillé ce double quart de travail le week-end dernier. Dis-leur de se nettoyer, de prendre leur famille et de descendre ici. La fête de l'Action de grâce, c'est moi qui offre. Étage 48. Cet après-midi-là,
le Penthouse était plein. Il n'était pas plein d'étrangers en polo. Il était plein d'hommes et de femmes qui travaillaient, de leurs enfants, de gens qui savaient ce que ça faisait d'être oubliés. C'était bruyant et c'était chaleureux et c'était réel. C'était une véritable réunion des personnes qui avaient été poussées au sous-sol d'une manière ou d'une autre. Je me suis tenu près de la fenêtre, tenant un simple verre de vin, et je les ai regardés rire. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un texto de Walter. Il était assis de l'autre côté de la pièce à me regarder, un petit sourire fier sur son visage. Le test est terminé. Vous avez réussi. À partir de maintenant, vous avez une voix. Utilisez-la pour protéger les personnes vulnérables. Je lui ai souri en retour. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une victoire. C'était un recalibrage. J'ai pris le portefeuille relié en cuir. Mon premier acte en tant que fiduciaire. J'ai trouvé une feuille de directive vierge. Et avec le stylo de Walter, j'ai signé mon premier ordre officiel. Ce n'était pas une poursuite. Ce n'était pas un gel d'actifs. C'était la création du Maria Kingsley Scholarship Fund, du nom de ma mère, pour les femmes en génie structural et en développement urbain. Les premières bourses seraient attribuées l'automne prochain. Plus tard ce soir-là, je suis entré dans l'ascenseur. Les portes en acier poli se sont refermées, réduisant au silence la fête derrière moi. Et pendant un instant, dans la surface brillante du miroir, j'ai vu mon reflet. Je n'étais pas la fille sur le lit de camp. Je n'étais pas la victime dans le noir. J'étais la femme dans le reflet, celle qui avait appris les règles et qui les fixait enfin. Le Penthouse n'était jamais le prix. C'était la salle de réunion et la justice. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance aveugle. Il s'agissait de construire une table meilleure, plus forte et plus juste, une table qui avait de la place pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'aimerais savoir de quel endroit du monde vous écoutez. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées.